Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'IRTS Hauts-de-France dans le cadre de cette conférence CERSO sur l'intelligence artificielle et le travail social. L'IRTS Hauts-de-France est une association, loi 1901, avec un conseil d'administration dont le président est ici présent, M. Cyriac Cacheux, et l'IRTS a un directeur général qui est Bertrand Copin, également ici présent. Un certain nombre d'administrateurs, administratrices sont également dans la salle. Je les remercie, je les salue. L'intelligence artificielle, si vous êtes présent, présente, il y a une bonne raison. Elle résonne d'une manière tout à fait particulière dans le secteur du travail social. Depuis plusieurs mois maintenant, depuis plusieurs années, on parle de numérique, on parle d'IA, et nous avons eu l'opportunité de contribuer à une revue scientifique, Vie sociale, aux éditions RS, qui se trouve ici. Et donc, j'ai eu le plaisir de coordonner cet ouvrage avec un certain nombre d'experts, dont un certain nombre sont venus ce matin et vont venir représenter, évoquer leur champ d'expertise, ce qu'ils ont dit dans cet ouvrage, pour qu'ensuite nous puissions débattre ensemble. Donc, il va y avoir au niveau organisationnel des interventions d'une petite dizaine de minutes pour chacune de ces personnes, suivies d'un temps de débat, d'échange avec vous. Ça, c'est pour les 2 premières heures. Puis s'en suivra 1 heure d'atelier immersif de 3 ordres. Un atelier avec responsage, que je vais présenter plus tard, un atelier avec le LARIS et un atelier avec l'IRTS Hauts-de-France. Nous avons été assez surpris, je dois vous dire, du nombre d'inscrits, puisqu'on a eu 487 inscrits à cette journée, en nous doutant bien qu'un certain nombre ne pourraient peut-être finalement pas venir, mais vous êtes très nombreuses et nombreux dans cette salle, nous vous remercions pour cela. Et on doit vous dire que sur ces personnes, il y avait à peu près 250, 280 personnes en présentiel, et il y a 150 personnes qui nous suivent à distance. Donc bonjour à celles et à ceux qui sont à distance. Les caméras et les micros sont coupés dans cette visio, parce que sinon on aurait du mal à s'entendre, mais toutes les questions pourront être posées à distance pour les 2 premières heures, et un modérateur, M. Chouard Sofiane, ici présent, que je remercie, prendra les questions et les relaiera pour que nous puissions débattre ensemble. Le débat ne fait que commencer sur l'IA dans le travail social. D'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers, il y a eu un certain nombre de conférences qui se sont déjà déroulées, mais nous allons tenter ce matin de porter notre pierre à l'édifice. Alors, je vais faire une première introduction courte, parce que finalement, tout le monde n'est peut-être pas au même niveau de connaissance, de compréhension de ce que c'est que l'IA. Donc, une petite introduction qui a vocation à vulgariser un petit peu de quoi l'on parle, avant que les co-auteurs, notamment, puisque nous avons également un invité supplémentaire, puissent prendre la parole. Alors, au niveau des intervenants, vous allez avoir Claudia Ayika, donc de ETIS LARIS, qui est ingénieur data scientist dans ce laboratoire de recherche interdisciplinaire en intervention sociale. Nous avons également Joël Rioux, président et fondateur de Responsage. Nous avons Anna Rourka, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre. Moi-même, qui ai coordonné cet ouvrage, et puis j'ai fait un article sur la formation dans le travail social en particulier. Et puis nous avons un invité, je le disais, M. Patrick Banneux, qui est administrateur territorial hors classe, référent déontologue et ancien directeur de cabinet du président de région Nord-Pas-de-Calais, avant que les régions deviennent grandes régions. Au niveau de l'organisation ce matin, donc cette introduction dont je vous parlais, qui sera suivie par une double intervention de Patrick Banneux et d'Anna Rourka, puis un temps d'échange. S'en suivra une intervention de Joël Rioux, puis un temps d'échange. Puis enfin, nous conclurons avec une présentation de Claudia Ayika, peut-être moi-même si je ne vous ai pas usé, sur la dimension formation. Et puis les ateliers à partir de 11h30. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable conférence. Alors très rapidement, l'IRTS Hauts-de-France, dans lequel vous êtes, vous le connaissez peut-être plus ou moins les uns les autres. Donc 6 sites de formation, 230 salariés, 1350 intervenants occasionnels, 1400 terrains de stage et 8600 apprenants répartis entre formation initiale et formation continue. Mais l'IRTS fait partie d'un consortium national, et cette conférence s'inscrit dans le cadre de ce consortium national qui s'appelle CERSO,
et qui réunit l'ARFISOI de l'IRTS La Réunion-Mayotte, l'ARIFT dans les Pays de Loire, ETIS en PACA, IFEN en Normandie, nous-mêmes et l'IRTS, j'aurais dû finir par nous, et l'IRTS Lorraine dans le Grand Est, dans la région Grand Est. Alors première question à vous toutes et tous, avec le lever de la main, qui dans la salle n'a jamais utilisé l'IA? 3 personnes. Merci pour le courage de lever la main, parce qu'à ce moment-là, on se dit, je le fais ou je le fais pas? On peut même se dire que s'il y a 3 mains qui se lèvent, peut-être qu'il y en a 6 réelles. En tout cas, c'est effectivement bien peu. Vous savez qu'un certain nombre d'entre vous, peut-être, vont sur des portails audiovisuels. Je réfléchissais à ne pas citer de grandes marques, mais par exemple comme Netflix ou comme Prime Video, etc. Netflix, pour arriver à 1 million d'utilisateurs, ils ont mis 3 ans et demi. Savez-vous combien de temps il a fallu à OpenAI ChatGPT pour avoir 1 million d'utilisateurs? Netflix, 3 ans et demi. ChatGPT, combien? 1 mois? Il a fallu 5 jours. Donc ça va très, 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 très vite. Alors l'IA, c'est quoi? Eh bien, comme on vient de le dire, l'IA, c'est une pousse qui sort à peine de terre. Mais c'est une pousse de bambou. Elle va très, très, très vite. On peut parler d'ailleurs d'un phénomène social total. Il touche la Terre entière de manière différenciée, bien évidemment, mais il touche tout le monde. L'IA fonctionne aujourd'hui à partir de données, donc de data. Vous avez entendu parler des big data, il y a tout un enjeu concurrentiel sur cette dimension-là. Et qui dit data, dit data center, c'est-à-dire les centres dans lesquels on va stocker toutes ces données. Alors on va tenter une première définition que j'ai voulu intituler « définition non définitive » parce que quand on entend parler d'intelligence artificielle, ça heurte un petit peu. On se dit, mais est-ce que c'est véritablement une intelligence comme celle des êtres humains? Alors voilà, l'intelligence artificielle, c'est un terme un peu galvaudé, mais on pourrait parler d'intelligence algorithmique, un super assistant numérique. Mais ce que je vous demande de retenir, et c'est la première idée clé ce matin, il va y en avoir 6 ou 7, l'IA est un super assistant, mais c'est un outil fait par l'homme et pour l'homme. Alors, une brève histoire et typologie de l'IA. Au temps de la mythologie grecque, vous le savez peut-être, mais il y avait un géant d'airain, qui s'appelait Talos, et c'est un automate qui faisait 3 tours de l'île de Crète pour la défendre, et qui repoussait tous les envahisseurs. Donc cette histoire de l'automatisation, elle ne date pas d'hier, elle date d'avant-hier. Deuxième élément d'histoire, 18e siècle, le canard de Jacques de Vaucanson, vous en avez peut-être entendu parler, qui est également un automate qui pouvait battre des ailes, qui pouvait boire de l'eau, qui pouvait reproduire le mécanisme de la digestion. Et donc, ça posait d'ores et déjà la question de où s'arrête la mécanique et où commence la vie telle qu'on la conçoit. Il y avait déjà, à partir de Vaucanson, ce principe d'illusion entre la vie, d'un côté, et l'intelligence. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? Puis en 1936, vous avez tous entendu parler, je pense, Alan Turing, qui invente une machine capable de résoudre des problèmes complexes, une sorte de supercalculatrice. Puis en 1956, le terme d'intelligence artificielle naît parce que Marvin Minsky de Harvard et John McCarthy du Dartmouth College rassemblent 10 scientifiques pendant 2 mois et leur demandent de réfléchir à une machine encore plus élaborée que celle de Turing. Et c'est dans ces 10 jours, dans ces 2 mois avec ces 10 scientifiques que le terme d'intelligence artificielle est né. Et puis, 2023, je ne vous fais pas toute l'histoire, ce serait trop long, on a dit que c'était une introduction courte. L'IA générative avec les grands modèles multimodaux, capables de traiter de grandes quantités d'informations, capables de générer du texte, de l'audio, de la vidéo, capables de générer du contenu nouveau. Et ça, c'est un virage important. Alors, 3 principaux types de l'IA. Avez-vous entendu parler de l'IA programmée? Vous savez, celle qui fonctionne avec des règles prédéfinies, comme un jeu d'échecs. Si je me déplace sur telle case, alors ça a telle conséquence. D'accord? Donc ça, c'est une IA programmée. Un deuxième type d'IA, c'est l'IA apprenante, ce qu'on va appeler le machine learning. Ici, la machine va être capable d'analyser des données avec ou sans supervision humaine, et donc elle va être capable de reconnaître un canard parmi des millions d'images, parce qu'elle va reconnaître la forme du corps, le bec, les plumes, les pattes palmées, etc. Troisième et dernier type principal d'IA, l'IA générative dont on vient de parler, le deep learning, l'apprentissage profond par multicouches,
Il n'y a pas une seule couche, il y en a plusieurs. Et donc, ce genre d'IA va être capable de créer du contenu original. C'est OpenAI depuis 2023. Alors, je cite OpenAI, il n'y a pas que. On a aussi des modèles français comme Mistral. Nous, on aime bien Mistral à l'IRTS. Capable de créer du contenu original, donc, à partir de grandes quantités de données. Et donc, de générer du texte, du son et de l'audiovisuel. Alors, comment fonctionne l'IA? L'IA fonctionne à partir d'un besoin de départ. Enfin, fonctionne. Part du principe qu'il y a un besoin de départ, une question. Donc, mon besoin nécessite une assistance, une meilleure efficacité ou un gain de temps. À partir de là, on dit tous qu'on va utiliser l'IA, mais en fin de compte, c'est un abus de langage. Ce qu'on utilise, c'est un LLM. Si vous devez retenir une chose aussi ce matin, d'un point de vue un peu technique, c'est ça. On utilise des larges langages modèles, des grands modèles d'apprentissage, LLM, qui portent différents noms, comme Mistral, comme Copilot et autres. Et dans ces LLM, qu'est-ce qu'on fait? On va rédiger des prompts. On va poser des questions, donner des consignes pour que l'IA soit orientée sur la réponse qu'on attend de lui. Alors, question, l'IA est-elle intelligente? Ben oui et non. L'IA peut être très performante dans certaines tâches, mais, elle ne réfléchit pas. Elle ne réfléchit pas comme un humain. Elle comprend finalement les choses d'une manière très chiffrée, elle calcule et elle prédit des résultats. Donc, deuxième question, l'IA fait-elle des erreurs? Ben oui, elle les fait, et elle les fait d'ailleurs trop bien. Pourquoi? On vient de le dire, parce qu'elle ne cherche pas la vérité comme les êtres humains. Elle calcule une probabilité. Alors, quelques vigilances, parce qu'on est dans le travail social, on l'a dit, quelques vigilances par rapport à l'IA. Ben, on est un peu gênés les uns les autres. Puis il y a de la peur aussi. Alors, qu'est-ce qui nous pose problème? Ben, d'abord, la peur de l'inconnu. C'est vrai, on nous a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Et l'IA, ça arrive comme ça. Moi, je ne te connais pas. Et pourtant, on en dit des choses dans ces prompts. La vitesse de développement de l'IA, l'impression d'une machine qui s'emballe, l'envahissement du quotidien, le débordement, regardez dans la salle, 3 personnes qui n'ont pas utilisé et qui, d'ici la fin de la journée, l'auront sans doute utilisé. Dépassement et électronisme. Ben oui, il y a des effets générationnels qui nous divisent. On n'est pas tous égaux là-dessus, donc ça pose problème et ça gêne. La peur aussi d'une machine qui remplace l'humain, voire même la peur qui dépasse et surpasse l'humain. On a tous vu des films de science-fiction avec cette idée aussi que le robot puisse se retourner contre l'humain, contre nous. Et puis enfin, la perte de repères et de sens, qui est du coup a une incidence sur le sens du métier, le sens de la vie. Et il y a tout un projet de société qu'il nous faudra peut-être, tôt ou tard, repenser. Alors très rapidement, l'IA a un certain nombre d'écueils, des illusions, des hallucinations, des biais. Les illusions avec une impression de maîtrise, parce que la machine répond vite, répond clairement, avec assurance. Il y a également un risque d'hallucination. L'IA ne peut pas ne pas nous répondre, donc même quand elle ne sait pas et quand la probabilité de réponse est basse, elle va générer du contenu de manière à nous répondre quand même, et au passage nous flatter, parce qu'elle a été conçue pour ça. Donc les hallucinations, même quand il y a des informations fausses, inventées ou approximatives, pas de problème, elles sont tellement bien formulées qu'on a l'impression que c'est vrai. Troisième type, les biais. L'IA apprend à partir de données produites par les humains. De ce fait, elle peut donc reproduire tous les biais que nous connaissons, les stéréotypes, les biais discriminants, les angles morts. Donc il est absolument déterminant de considérer que l'IA est un super assistant, souvenez-vous, on l'a dit au départ, fait par l'homme et pour l'homme, mais c'est une super calculette, c'est un super assistant, qui peut donc aider à réfléchir, à rédiger, à structurer, mais elle doit toujours faire l'objet de vérification, de contrôle, et à la fin, c'est l'homme qui décide. L'homme avec un grand H, si vous me permettez, l'usage de ce mot ce matin. Alors, dernière partie, les enjeux de l'IA. D'abord, dans le travail social, on le sait bien, il y a une tacite incompatibilité entre l'humain d'un côté et le numérique de l'autre. L'humain avec la considération de la relation, de l'intuition, de la nuance, de la complexité, des émotions, la liste serait longue. Et le numérique, où on va être sur de l'automatisation, du chiffre, de l'algorithme, du robot. Et dans le travail social, non monsieur, notre intelligence n'est précisément pas artificielle. Nous l'utilisons tous les jours et un robot ne peut pas nous remplacer. On peut malgré tout dire que les travailleurs sociaux, les professionnels, même au-delà du champ du travail social, peuvent difficilement ne pas monter dans le train du travail de l'IA.
au risque que le train lui roule sur les pieds d'ailleurs. Pourquoi ? Si on dit que l'IA et le numérique, finalement, auraient pour conséquence d'avoir des incidences négatives sur la relation, le contact humain. D'un autre côté, si un professionnel n'est pas en contact avec les évolutions sociétales, il y a bien un péril de professionnel sans contact. Sans contact avec les personnes que l'on accompagne, c'est une chose, mais être sans contact avec la société dans laquelle j'évolue, avec la cité, c'est tout aussi problématique. Et il ne faudrait pas que le paiement soit sans contact. Alors sur les enjeux, je vous propose 7 catégories. Au départ, dans le travail social, nous pourrions avoir des besoins qui nécessitent l'IA. C'est entendu. Une fois qu'on identifie ces besoins, aide à la rédaction, à l'organisation, à la préparation de réunions, à la rédaction de comptes rendus, se pose la question des outils. Ok, j'ai un besoin et peut-être que l'IA peut m'assister et me faire gagner du temps, c'est entendu. Quel outil j'utilise ? Alors il y a des LLM généralistes qu'on a cités ce matin, mais il y a aussi des LLM spécifiques métiers. Charge à chaque institution, à chaque entreprise, à chaque association, de faire un choix entre l'usage de LLM généralistes ou spécifiques métiers. On pourra y revenir si vous le souhaitez. J'ai un besoin, j'utilise un outil LLM, je l'ai choisi. Les données que je vais entrer dans ce LLM, c'est pas rien. On a tous les 4 lettres en tête depuis plusieurs années maintenant, RGPD, CNIL auparavant. Donc, quelles données je peux entrer là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Qu'est-ce qui est risqué ? Qu'est-ce qui n'est pas risqué ? Qu'est-ce qu'on appelle données sensibles ? Qu'est-ce qu'on appelle données confidentielles ? Une fois que je suis au clair sur les données, comment je m'en sers ? J'ai un besoin, j'ai un LLM. On m'a dit de faire attention à certaines données. Mais comment je fais pour pratiquer l'IA ? Pour ça, il faut donc se former. Cinquièmement, et là, je sais que dans la salle, vous allez me dire pourquoi ce n'est pas arrivé plus tôt, le cadre. Il va falloir poser le cadre des usages. On a le besoin, le LLM, on sait comment faire avec les données, on s'est formé. Oui, mais je suis au travail. Je ne peux pas utiliser l'IA n'importe comment. Il faut un cadre. Ailleurs, il y a l'AI Act, qui est un cadre européen, mais chaque entreprise, chaque association doit également rédiger une charte d'usage de l'IA dans son établissement. Et pourquoi je l'ai mis en 5e position ? Je vous explique, parce qu'il y a fort intérêt, c'est en tout cas ce qu'on défend, à ce que cette charte soit coélaborée avec l'ensemble des acteurs. À l'IRTS Hauts-de-France, nous avons un comité éthique, qui va bien au-delà de l'IA d'ailleurs, mais ce comité éthique est composé de salariés, d'étudiants, on rassemble tous les acteurs et on réfléchit ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? On aurait pu mettre le cadre plus tôt, mais réfléchir au cadre sans s'être formé et sans comprendre comment ça marche, c'est un peu compliqué. 6e élément, une fois qu'on a tout ça et qu'on a posé le cadre, une fois qu'on a posé le cadre, on se rend compte que peut-être que ça fait bouger un peu les métiers. Peut-être qu'il va falloir faire évoluer, réorganiser le travail. Peut-être pas. Ça dépend des secteurs. Dernier élément, les perspectives. Aujourd'hui, on parle de LLM et d'IA générative. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais demain, vous avez entendu parler de Yann Lequin et de l'IA Monde. On est sur une toute autre dimension. Ce ne sont plus des LLM, il n'y a plus de data initialement alimentée. On est sur un autre type d'IA, on est sur un autre rapport à l'automatisation et à la compréhension du monde tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Je ne vais pas plus loin, au risque de faire une digression qui serait trop longue. Mais s'il y a des questions, on pourra y répondre. Alors pour conclure, quels sont les positionnements clés et les convictions que nous vous proposons ce matin ? Premièrement, monter dans le train de l'IA avant qu'il ne roule sur les pieds. On l'a dit. Deuxièmement, comprendre l'IA. Et oui, il est indispensable de comprendre l'IA pour pouvoir contribuer et participer à sa mise en œuvre. Troisièmement, l'IA doit rester à sa place d'assistant et non de remplaçant. Quatrième élément, l'IA est souvent un révélateur. C'est-à-dire que dans une organisation professionnelle, il y a tout un tas de dysfonctionnements, l'IA entraîne tout un tas de dysfonctionnements. Très souvent, vous vous rendez compte que ces dysfonctionnements étaient déjà là, mais que l'IA est une sorte de révélateur qui fait remonter à la surface, qui exacerbe les dysfonctionnements qui préexistaient. Dernier élément, et mon directeur général Bertrand Copin le dit souvent, donc je ne veux pas prendre cette dimension-là à mon compte, souvenons-nous de la devise des Lumières, rappelée par Emmanuel Kant en 1784. En latin, s'il vous plaît, sapere aude, qui veut dire « osez votre propre entendement ». Avoir un assistant qui va nous faire des prédictions et préconisations algorithmiques, c'est une chose, mais se contenter de cette réponse algorithmique serait une grave erreur selon nous et une catastrophe. Il faut à la fin oser son propre entendement et décider
par nous-mêmes. Et enfin, je vous invite, mesdames et messieurs, à considérer que nous sommes peut-être dans cette salle une génération de privilégiés. Pourquoi ? Parce que nous, on a été à l'école, on a lu des livres, on a écrit avec des plumes, des stylos bics, des effaceurs. Vous vous souvenez de tout ça ? Et les générations qui suivent n'auront peut-être pas cette chance. Et quand je vous dis ça, comprenez-moi bien, ce que je veux dire, c'est que nous avons une responsabilité devant le monde. Non, mais très sérieusement, nous avons une responsabilité justement, et nous avons la capacité, nous peut-être, de faire la différence, de faire la comparaison. Là où d'autres générations qui seraient plus directement amenées à réfléchir et à travailler avec l'IA ne l'auront peut-être pas. Et donc, on doit absolument prendre cette responsabilité très au sérieux et agir dans la cité, s'exprimer, parler, pour que l'IA soit au service de l'humain. Et c'est ce que je vous propose, dernière idée clé, exploiter l'IA en conscience. Voilà donc, à l'IRTS et dans le cadre de CERSO, nous proposons des formations IA travail social de niveau 1, de niveau 2, qui se font en présentiel, en hybride et en distanciel. On pourra les envoyer à tous ceux qui sont inscrits après. Mais ces formations ont vocation justement à comprendre ce que c'est que l'IA pour pouvoir agir sur la mise en œuvre de l'IA. Je vous remercie de votre attention. Et donc, sans plus tarder, je vais appeler à la chaire donc Patrick Banneux et Anna Rourka. Utiliser l'IA en conscience, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux. L'IA a des enjeux, ça a été fort bien expliqué, économiques, sociaux, politiques. Ça a des enjeux aussi qui sont éthiques. Alors pourquoi c'est intéressant de réfléchir avec le prisme de l'éthique ? Parce que l'éthique, vous le savez, qu'elle soit individuelle ou collective, elle permet de se poser un certain nombre de questions. Et s'engager dans cette démarche, c'est réfléchir à notre usage et aux conséquences de cet usage, aux conséquences pour soi-même, aux conséquences pour la communauté que nous représentons et aux conséquences aussi pour la planète. Nous sommes tous connectés. Le propre de l'homme, c'est d'être en relation. Et donc, tout l'enjeu va être de réfléchir à la qualité du lien que nous avons et de réfléchir, grâce à cette intelligence artificielle, à cause de cette intelligence artificielle, du rapport que nous avons avec les machines. On se sert énormément de machines sans toujours réfléchir, on pourrait dire contextualiser, sans toujours se poser la question des effets que ces machines vont avoir sur les autres. Et donc, on va parler en éthique d'éthique de responsabilité, avec Lévinas, d'éthique de conviction, d'éthique de discussion. Est-ce que la machine remplaçant en partie des tâches de communication avec l'homme, est-ce que celui qui l'utilise n'est pas tenté de se replier sur lui-même? Et donc, l'éthique va permettre de mieux comprendre, de donner du sens et de problématiser un certain nombre de tensions, de dilemmes qui peuvent se produire. L'intelligence artificielle est donc un domaine qui pose un certain nombre de questions. Et comme Yann le disait à l'instant, il y a une sorte d'erreur un peu sémantique à parler d'intelligence. Un usage trompeur du mot intelligence. L'intelligence humaine est en fait un chef d'orchestre qui improvise. Nous sommes des intelligences qui sont à la fois sociales, personnelles, liées à notre histoire, et l'IA n'est qu'un outil. L'IA n'a pas la finalité de répondre à cette relation que nous avons, à ce lien que nous avons, notamment et tout particulièrement dans le travail social. C'est une technique qui ouvre à des possibilités, et donc on peut se poser la question, comment utiliser l'IA ou ses applications? Est-ce qu'on l'utilise pour gagner du temps, pour utiliser ce temps à faire plus de pédagogie, à être plus dans la relation et le sens? Parce que l'IA est une magnifique machine qui fait des tableaux d'occurrence, qui fait des tableaux de statistiques, qui permet de collecter des informations, y compris de nous faire penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Tout ça à partir de corpus. Et donc, on est très lié à cette technologie qui est en fait une technologie un peu ventriloque. Une technologie, on le disait, qui ne se contredit jamais, qui ne doute pas de son rapport à la vérité. Et c'est vrai qu'on est un petit peu piégé, je le vois dans
mes responsabilités, lorsque je reçois des lettres de motivation faites par l'IA, eh bien, c'est relativement plat. Il n'y a pas ce sel, cette épaisseur, cette curiosité qui permet à un candidat de dire j'aimerais pouvoir faire ce stage, j'aimerais pouvoir rentrer dans votre entreprise, j'aimerais pouvoir, avec vous, mettre à votre disposition mes compétences. L'IA standardise les processus. Elle ne permet pas de donner cette épaisseur qui est celle de la relation, parce que, en fait, c'est un outil qui est plutôt bureautique et qui déploie des solutions, des prévisions, qui permet d'anticiper aussi vos envies. Et donc, vous êtes parfois un peu piégé par un rapport à la machine qui est piégeant. On croit qu'elle nous dit des choses qui sont vraies, on croit qu'on va être dans des réponses à notre vide, à notre désir d'apprendre, mais aussi à notre désir de ne pas montrer que nous sommes fragiles, que nous sommes vulnérables et que parfois nous ne savons pas. La machine, elle sait toujours. Elle vous offre toujours des réponses. Et cette machine, eh bien, elle est aussi fragile. Cette machine, elle peut être utilisée par des mains malveillantes, elle peut être utilisée à des fins politiques, économiques, et cette machine, elle est à croiser, aujourd'hui avec la biologie, les biotechniques, les neurosciences, avec toute l'ingénierie militaire. Les drones sont aussi des drones qui sont conduits par l'intelligence artificielle. Et donc, c'est important de connaître ce contexte dans lequel s'épanouit l'intelligence artificielle. Parce que nous sommes avec l'IA au cœur d'une révolution qui est une révolution technique, mais qui est aussi et plutôt en fait une métamorphose. Yann, dans sa présentation, le disait, ça fait très longtemps que l'homme cherche, à travers des automates, à travers des machines, à essayer de répondre à des questions qui sont en fait des questions existentielles. Comment être plus efficace, comment mieux produire, comment se défendre. Et donc, on peut avoir de ces techniques un usage qui est abusif. Et cette intelligence augmentée pour l'homme, eh bien, elle peut avoir des conséquences néfastes pour lui-même. Elle peut nuire à ses projets, elle peut aujourd'hui nuire à notre contrat social, et elle peut nuire aussi à votre processus, votre démarche de formation. C'est important parce que ça permet de faire en sorte que l'IA ne soit pas qu'entre les mains de gens qui gagnent de l'argent sur notre dos. On ne le dit pas suffisamment, mais vous le savez, et on sort d'un procès aux États-Unis sur qui est propriétaire, qui a dévié l'utilisation de tel ou tel outil d'intelligence générative. On a des big tech, on a des entreprises économiques, pour la plupart américaines, quelques-unes sont chinoises, qui sont riches, qui sont puissantes et qui ont un état d'esprit, on le disait tout à l'heure, expansionniste, peu soucieuse des personnes et parfois aussi ayant un peu dans les coulisses un projet de transhumanisme. C'est-à-dire le projet que l'homme, avec une puce qui lui est greffée, peut être plus performant. Ce sont donc des questions éthiques sur les fins, F-I-N-S, le but de tout ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe a des effets avec notre relation au savoir, à la connaissance, à la formation, à l'éducation, et que tout cela peut produire des emprises, des dépendances, on l'a dit tout à l'heure, des illusions, des hallucinations qui peuvent s'installer dans l'utilisation de ces outils. Et comme aujourd'hui le numérique s'impose comme un levier qui est incontournable, eh bien on a besoin d'une réflexion et d'un usage qui soit à la fois stratégique pour les États qui ont une mission d'encadrer, de réglementer, mais aussi pour nous d'avoir un usage qui soit éclairé et raisonné, un usage éthique et responsable. Et à quelques niveaux donc de la pyramide, on doit se poser un certain nombre de questions, on doit avoir des exigences, on doit aussi demander qu'il y ait une supervision qui soit
humaine et systématique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut que l'homme puisse être le garant de la sécurité, de la confidentialité et de la transparence du système. Un système qui, vous le savez, a énormément de biais. La fiabilité des données, les données étant collectées dans un monde, dans un milieu qui est essentiellement anglo-saxon, eh bien, il a les biais de notre société. Je donne un exemple. En médecine, eh bien, quand on parle des pédiatres, on parle beaucoup des pédiatres hommes, alors que les données aujourd'hui font que ce métier, cet engagement, cette fonction est assurée par 60% de femmes. Eh bien, les femmes sont un petit peu oubliées. Il y a un biais de genre qui est important dans nos sociétés. On a beaucoup plus travaillé en médecine et en pharmacologie sur les rapports de l'homme aux médicaments que de la femme aux médicaments ou de l'enfant aux médicaments. Et donc, ces biais se reproduisent. Et donc, on doit, dans notre usage, essayer de mettre... On doit mettre à distance cette IA qui normalise, cette IA qui surveille aussi, cette IA qui oriente nos goûts, qui interprète nos désirs, parce que le numérique utilise des mécanismes qui essayent de maximiser notre attention. Maximiser notre attention, ça veut dire qu'ils essayent un petit peu de nous piéger par des scrolls, et on doit donc apprendre à connaître les différents paramètres, à mieux les maîtriser, et on doit savoir qu'il y a des fonctionnalités qui sont peut-être à privilégier, d'autres pas. Alors même que l'on consulte nos messages, vous le savez, il y a des publicités qui se proposent économiquement de vous faire acheter la version premium. Et donc, on doit aussi se protéger des failles. Il y a donc une maîtrise à engager sur cet outil. Bien évidemment, conscient de ces questions, mais toujours aussi intéressé parce que l'IA présente un défi économique, eh bien les États, nous allons le voir aussi pour l'Europe, sont appelés à dire est-ce qu'un encadrement, est-ce qu'une régulation ne doit pas être mise en place. On le disait, il y a depuis quelques années une vraie volonté, à travers la loi informatique et liberté 1978, à travers la réglementation sur la protection des données sensibles, des données personnelles, à travers la mise en place d'une commission nationale d'informatique et liberté, à travers l'existence de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes, à travers les associations, les structures, les entreprises qui travaillent sur la cybersécurité, eh bien, il y a tout un tissu d'acteurs qui essayent de rendre cette intelligence artificielle et numérique entre de bonnes mains, entre de bonnes pratiques, et qui essayent bien évidemment de filtrer les malveillances qui peuvent exister. Donc, cet encadrement, nous allons y revenir avec Anna, est important. Il est d'autant plus important que l'impact environnemental de toutes ces entreprises, eh bien, il est important. Et ces technologies ont un fort impact sur le vivant, un fort impact sur la planète. Parce que l'IA a besoin aussi de terres rares, elle appauvrit un certain nombre de pays. Et qu'on assiste à une métamorphose, là aussi, du capitalisme, le capitalisme numérique, où, vous le savez, les GAFAM sont en concurrence avec les États. Les méga-centers dont on parlait présentent une empreinte écologique qui est énorme, et peu compatible avec la frugalité qui est voulue par notre structure IRTS, mais aussi par, bien évidemment, la planète elle-même. Donc l'éthique est à l'épreuve de ces nouvelles technologies, de cette technoscience, et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon de l'éthique, des dilemmes qui sont concrets. Quelle pratique ai-je avec ces outils? L'éthique appliquée qui interroge par exemple le recrutement dans les ressources humaines. Et donc il faut être très conscient de tous ces défis. Cela doit donc nous inviter à réfléchir sur les risques, sur les dilemmes qui peuvent se présenter et avoir la volonté de mettre en place des nouveaux agencements, des nouvelles bonnes pratiques,
de vouloir garder le contrôle et d'être surtout alignés sur nos valeurs. Quelles sont les valeurs du travail social? Quelles sont nos valeurs personnelles? Et comment on peut préserver et augmenter les conditions de nos apprentissages? C'est un défi de responsabilité, c'est un défi pour les apprenants que vous êtes, pour les enseignants que vous êtes, et pour les apprenants, eh bien, ça veut dire que dans son désir d'apprendre, dans son désir de se dépasser, il faut garder l'attention à autrui, ne pas se renfermer sur ses outils, un petit peu de façon autistique, si je puis dire. Il faut avoir confiance en soi-même, accepter de se dire aussi vulnérable. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas, mais surtout, il faut accepter non pas de se construire seul, mais de se construire dans le débat, dans le collectif, dans la délibération. Et puis aussi, être conscient qu'on vit dans un monde qui est en mouvement, un monde qui est complexe. Et donc l'IA nous invite tous à être dans une nouvelle posture où, à la fois enseignants et étudiants, nous avons à nous réinterroger sur le but de la formation. Et donc l'éthique, qui est une interrogation pour soi, avec les autres, dans des institutions justes, eh bien c'est une invitation à avoir une certaine écologie des esprits, si je puis dire, tout particulièrement attentif, Yann le disait dans sa conclusion, aux générations futures, on pourrait le dire à nos enfants. Nos enfants sont un petit peu piégés par le numérique, nos adolescents vivent avec ce monde qui est un peu un monde virtuel. J'espère que cette matinée contribuera à enrichir votre réflexion et peut-être aussi votre chemin intérieur. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Et donc, je vais appeler, sans plus tarder, Anna Rourka, qui va nous parler des enjeux démocratiques et éthiques de l'IA. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la continuité, je pense, dans la complémentarité de votre propos, je voudrais vous présenter une certaine lecture que j'ai faite de la Convention cadre du Conseil de l'Europe liée à l'intelligence artificielle. Cet intérêt, il vient bien évidemment de tout ce que nous avons discuté, mais aussi de ma fonction que j'ai exercée parallèlement à mon activité académique en tant que présidente de la conférence des organisations internationales non gouvernementales. Et mon deuxième mandat, il s'est terminé il y a 5 ans, et c'était juste à ce moment-là où le Conseil de l'Europe a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle, et nous avons beaucoup œuvré en tant que société civile pour pouvoir influencer les processus décisionnels et pour que la perspective de la société civile soit représentée dans ces instances intergouvernementales. Aujourd'hui, donc, comme aussi Yann l'a mentionné, nous avons ces 2 cadres réglementaires, 2 entrées, 2 instruments qui sont complémentaires, mais qui sont un peu asymétriques dans le sens où IA Act, le règlement de l'Union européenne qui va pleinement entrer en vigueur en août de cette année, il y a certaines dispositions qui sont déjà en vigueur depuis l'année dernière. Cet IA Act est plutôt un instrument pour classifier les risques, pour réguler les marchés, pour documenter et rendre conforme l'usage au cadre européen de l'Union européenne. Quant à la Convention cadre du Conseil de l'Europe, juste pour être sûr qu'on situe bien les 2 institutions, Conseil de l'Europe, c'est 46 États membres, c'est Strasbourg, et c'est l'institution emblématique, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on parle là d'une grande Europe. Alors dans cette convention cadre, le multilatéralisme joue un rôle important aussi entre les États, parce que la situation est aujourd'hui telle que vous avez des entreprises big tech qui sont plus riches que les États. Si on regarde, je sais pas, un budget de Moldavie ou d'un autre pays qui fait partie, donc l'État ne peut pas tout. C'est pour ça que le cadre multilatéral est important pour réguler cela. Alors, cette convention a été ouverte à la signature le 5 septembre 2024. Il y a une vingtaine de pays qui l'ont signée.
dans l'Union européenne autant que l'Union. Alors, les ratifications sont encore en cours et ça, c'est aussi pour moi, on peut en parler pourquoi, mais c'est aussi un indicateur de beaucoup d'enjeux qui sont autour de cela. Et aussi, pas seulement qu'il y a une question de volonté, mais lorsqu'on ratifie une convention, c'est aussi parce qu'on se met en marche et on réforme nos institutions pour répondre à ces conventions. Et dans le cadre des LIA, notamment de droit, il y a aussi une question de juridiction. Quelles sont les juridictions compétentes, par exemple, qui vont juger des recours? Et ça encore, il y a encore beaucoup des États qui sont un peu en travail là-dessus. Alors, en ce qui concerne le travail social, à partir de cette lecture de la Convention cadre, je vous présente une proposition à discuter, une position de principe pour le travail social qui dit que l'usage de l'IA en travail social n'est légitime que s'il renforce l'effectivité des droits, accès aux ressources, la qualité de l'accompagnement, la participation des personnes concernées et la capacité d'analyse critique des professionnels. Donc, à l'envers, il devient illégitime lorsqu'il automatise les tri des publics, opacifie les décisions, renforce la surveillance ou reproduit les discriminations et substitue une logique prédictive à la décision humaine. Alors, je vais déployer ce raisonnement de la position en quatre volets, 4 exigences interdépendantes et non hiérarchisées, même si elles semblent être hiérarchisées, elles ne le sont pas, pour voir en quoi ces aspects sont vraiment interdépendants. Je vais passer assez rapidement sur certains parce qu'ils ont été déjà abordés. Mais en tout cas, à travers ces 4 points, j'insiste sur le fait que l'IA n'est pas juste un outil gestionnaire. D'accord ? l'IA n'est jamais neutre. Et donc, il faut avoir une position politique, déontologique, éthique et juridique là-dessus. Alors, pour le premier point, l'exigence politique, l'IA transforme les formes d'organisation et les rapports de pouvoir entre les humains et aussi entre la machine et l'humain. Mais on devrait apprécier ou évaluer l'impact de l'IA aussi sur les droits, l'autonomie de la personne dans la manière dont elle va administrer l'IA, la dignité de la personne et bien évidemment la participation, et ça je vais revenir là-dessus, et aussi la possibilité de contester les décisions. Et ça c'est vraiment important, ça veut dire aussi vous que les personnes que le travail social accompagne doivent savoir à quel moment l'IA est utilisée et dans le processus de prise de décision, mais pas seulement, et comment on peut faire un recours à une décision assistée par l'IA. D'accord. Ensuite, il y a l'exigence démocratique. Sur ça, je voudrais insister parce que justement, vu qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers liés à la défense, commerciaux, la société civile n'a pas forcément grand chose à dire et ce contrôle collectif qu'on peut exercer en tant que société, en tant qu'humain, n'est pas tout à fait, c'est pas si simple en fait. Et donc la question de la co-construction pour que les parties prenantes de l'usage de l'IA soient invitées au débat contradictoire sur cette question-là est vraiment primordial et appartient à ce défi et cette exigence démocratique sur les usages de l'IA. Pourquoi aussi ? Parce que les choix techniques ont toujours une idée en arrière-plan de la conception de la vulnérabilité. Ce n'est jamais neutre. Et du coup, mais aussi de la justice sociale en tant que telle. Voilà. Donc, l'exigence démocratique va également être liée autour de ce que Ferguson 3 minutes. Ferguson appelle les conflits de qualité, parce qu'en délibérant, on va finalement avoir aussi une discussion sur c'est quoi le travail social de qualité aujourd'hui et comment on peut... Voilà. Donc je pense que ces débats sur l'IA, ça nous ouvre aussi des débats sur d'autres points. L'exigence juridique, là, l'idée est qu'on puisse évaluer les risques et du coup aussi la protection des droits face à l'IA en fonction de la gradualité
de l'usage que nous en faisons. D'accord? Donc, faire un planning avec l'IA, ça n'amène pas du tout les mêmes risques que faire une évaluation de l'enfance en danger. Et donc, en fonction de cette gradualité, la protection des personnes concernées devrait être plus forte. C'est ça un peu le jeu. Et on met en miroir la protection face au risque. On peut revenir après si on veut un peu plus, mais en tout cas, la responsabilité juridique reste toujours humaine. Donc, en fonction de qui utilise et comment on utilise l'IA, on en est responsable. L'algorithme n'a pas encore une capacité juridique en soi. D'accord? Donc, ça, c'est important dire. Et également, une question de la transparence. Parce que en fonction de la transparence vis-à-vis du public que nous pouvons avoir, on va construire la confiance dans nos décisions et dans notre accompagnement. Exigence éthique, je ne vais pas aller trop en détail parce que ça a été déjà bien expliqué. Juste pour vous dire que toute décision et toute situation est située. Et aujourd'hui, l'IA n'a pas d'information de contexte, sauf celle que nous lui transmettons comme information. Et nous, on a aussi nos biais, d'accord, dans la manière dont nous saisissons ces contextes. De plus, aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, mon expérience dans la recherche en protection de l'enfance montre que les services n'ont pas toutes les données. Donc, il y a des données qui manquent. On ne peut pas, à travers cela, produire une décision prédictive, tout en sachant qu'il nous manque des indications, des informations objectivables. Et pour conclure, je suis tout à fait d'accord avec cette réflexion de nous réunir pour réfléchir quel rapport nous souhaitons avoir avec l'IA, mais j'ajouterais il y a une triangulation pour moi. Il n'y a pas que l'humain et le numérique, il y a aussi la nature. Et on voit bien qu'il y a plein de choses qui bougent, notamment aussi nos rapports au monde animal, qui, pour moi, ça bouge en même temps que les rapports au numérique. Et je pense qu'il y a une triangulation à proposer entre l'humain, la nature et le digital. Je vous remercie. Merci Anna et Patrick. Nous abordons maintenant un temps d'échange. Y a-t-il des questions, réactions? Alors j'ai vu qu'en ligne, il y a près de 150 personnes qui ont posé un certain nombre de questions. Avant cela, y a-t-il en salle des questions-réactions? Sinon, on peut démarrer par peut-être des questions en ligne. Alors effectivement, on a eu quelques questions, quelques réactions en fait en ligne. Et donc la première était sur la question de l'écologie, notamment lorsqu'il a fallu aborder les questions de transparence et d'éthique. Donc est-ce que vous avez des éléments à apporter sur comment, en tant que citoyen ou en tant que professionnel, on peut mieux se former et avoir une vision plus éclairée sur l'impact écologique et comment on peut mesurer ces usages-là, qui ne sont pas toujours si évidents que ça, finalement, à mesurer. Il y a une double dimension, si je puis dire, une dimension individuelle, comme on l'évoquait, de notre usage personnel avec les intelligences artificielles que l'on mobilise. Je crois que chaque prompt consomme énormément d'électricité et donc mobilise de fait dans ces data centers des obligations de refroidir les machines, de les surveiller, etc. Et donc il y a une responsabilité à avoir. Et malheureusement, aujourd'hui, on le sait dans certains témoignages, il y a des personnes qui ne peuvent plus se passer de ces outils. Siri appelle machin, etc. Donc on est dans un contexte aujourd'hui de délégation de ces tâches et d'utilisation peut-être un petit peu excessive. Mais bon, ça, c'est de la responsabilité de chacun. Et puis, il y a une responsabilité collective. Anna le disait en trame. On doit être plus conscient qu'on est les uns et les autres des citoyens. Et le développement de ces techniques est relativement opaque. Vous le savez, pour prendre connaissance de l'actualité comme moi, il y a le projet d'une installation dans la banlieue parisienne d'une méga-usine accueillant donc un data center. Est-ce utile, indispensable? Ce sont des entreprises qui à la fois créent des emplois dans la construction mais n'en créent pas dans le fonctionnement.
Donc on est dans une autre époque, et là c'est peut-être de l'ordre de la mobilisation citoyenne, de l'interrogation que l'on peut avoir, parce qu'on vit un emballement. Dans quelques jours, on va avoir sur l'île une conférence internationale, ou plutôt européenne, dans le fil droit du G7, le président de la République, l'Élysée, vont inviter des usagers, des enseignants, etc., à Euratechnologie pour réfléchir à tout ça. C'est évident qu'aujourd'hui, le nombre de conférences, le nombre d'écrits, le nombre de chercheurs qui se mobilisent sur ce champ du numérique est important. Et donc, il y a à participer à cette réflexion et peut-être à se mobiliser. Il y a des associations qui interrogent notre accès au numérique, la façon dont il fonctionne, la façon dont nos libertés et nos droits sont protégés. Et donc là aussi, quand je parlais d'écologie des relations, d'écologie des esprits, de façon de prise de conscience pour qu'on ait un autre rapport plus maîtrisé, plus serein avec les machines, je vous reporte éventuellement à des auteurs comme Bernard Steiner ou Isabelle Stengers qui réfléchissent à ces questions-là. Il y a aussi M. Ménessier et beaucoup d'autres que tu as cités dans ton PowerPoint. Il est important que nous prenions conscience les uns et les autres que nous sommes dans une société qui est post-moderne et que quelque part, l'humain et le vivant sont interrogés, sont fragilisés parce que la logique économique est un rouleau compresseur et que ça n'intéresse pas grand monde de savoir, notamment à l'égard du travail social, si les fondamentaux sont respectés. L'événement dont parle Patrick Banneux, effectivement, est une semaine que nous allons héberger dans la région Hauts-de-France sous le haut patronage d'Emmanuel Macron dans une dizaine de jours. L'IA pour tous, et donc l'IRTS Hauts-de-France sera au rendez-vous pour faire un certain nombre de démonstrations et d'ateliers afin de participer à cette semaine événementielle. Anna, un complément ou une autre question ? Je dirais que c'est vraiment important et je pense que c'est aussi... notre responsabilité n'est pas que dans l'usage. Notre responsabilité est aussi dans la communication autour, dans l'explication. Ça veut dire les personnes qui sont accompagnées par le travail social, les enfants, les jeunes, devraient être informés et donc avec des supports adaptés à l'âge et la capacité de compréhension. Et pour moi, c'est aussi une responsabilité démocratique. Voilà. Alors, il y avait une question de notre directeur général. Dans les différentes présentations, vous avez bien montré que l'intelligence artificielle était un phénomène mondialisé, que les GAFAM avaient une puissance phénoménale, que les États et même l'Europe sont silencieux ou trop souvent inaudibles. Dans ce contexte, n'est-il pas vain de se parer avec des chartes éthiques qui seront balayées par les tsunamis de l'alliance économique et des agences de com mondiales? Les chartes, les codes, les bonnes pratiques sont toujours utiles. Et leur valeur, leur usage, leur application dépendent de chacun d'entre nous et dépendent des communautés et des professions qui se donnent des règles de conduite. C'est vrai que devant la corruption, on pourrait dire que le travail qui a été fait depuis des années en France autour de la déontologie des élus, des agents publics, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les collectivités, que ce soit au niveau de l'État, peut paraître assez inutile. Il n'en est rien. Ce n'est pas parce qu'il y a plus d'affaires qu'il y a moins ou plus de corruption. Et donc, moi, je crois que, Yann le disait pour le travail de l'IRTS, il est important que ces documents existent parce que ce sont des repères. Il est très important aussi, comme le fait l'IRTS, que ces documents soient co-construits et partagés et qu'on rentre un petit peu dans une démarche où on connaît les repères. Et je crois que la présomption de loyauté, elle doit d'abord être au cœur de nos relations enseignants-étudiants, mais il faut que cette loyauté soit partagée aussi par les étudiants. Si on est assisté par l'IA, comme ça a été mon cas pour le PowerPoint, eh bien, il vaut mieux le mettre, il vaut mieux le dire, il vaut mieux non pas en être fier ou en être honteux, mais tout simplement dire
Eh bien oui, je me suis appuyé sur ces bases de données, cette réflexion, ce capital, cette bibliothèque qui aujourd'hui est à notre disposition. De notre temps, pour les plus anciens, on allait consulter des livres et on mettait les références. Eh bien aujourd'hui, il faut faire de même, c'est-à-dire être à sa place et être, comme le disait un peu Hannah Arendt, un obligé, une obligée du monde. On ne vient pas comme ça au monde sans être redevable d'une histoire, d'une tradition. Et notre but, eh bien, c'est peut-être de nous améliorer, peut-être d'être dans une perfectibilité, dans un désir de connaissance, dans un désir de partager avec d'autres, d'être en communauté et d'être en authenticité avec celui avec qui on travaille, celui pour qui on travaille, ceux pour qui on travaille, ceux pour qui nous avons été missionnés comme quand nous sommes travailleurs sociaux. Et donc je crois que c'est vrai que ce droit qu'on appelle the soft law, un droit souple, aujourd'hui se multiplie. Il y a un foisonnement de chartes. Ça pourrait apparaître comme des démarches un peu contradictoires. À mes yeux, c'est important. Et c'est d'autant plus important, vous le savez, en déontologie, que la déontologie des médecins n'est pas celle des experts comptables, n'est pas celle des assistantes sociales. Et donc c'est important que les professions aujourd'hui qui ont besoin de la confiance des autres, eh bien elles réaffirment, nous avons des valeurs, voilà comment nous travaillons, voilà pour qui nous travaillons, et voilà quelles sont nos références. Et dites-nous, soyez attentifs, soyez exigeants, si on est sur le bon chemin, parce qu'on a besoin de l'usager comme l'usager a besoin de nous. Que dire juste, je me suis posé la question en vous écoutant, est-ce qu'on peut avoir, parce qu'enfin, on est vraiment face à des vrais dilemmes, est-ce qu'on peut être à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, le in et out, si quelqu'un dit, bon, moi, je refuse d'utiliser l'IA, mais c'est un peu comme refuser d'utiliser les cartes bancaires, justement parce qu'on est dans un fait social total. Quel est le prix à payer? Est-ce que c'est possible? Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une question de dilemme, de choix, mais aussi du coup de deuil sur un certain nombre de choses à faire. Et de l'autre côté, votre question me fait penser à, on se pose la question au niveau juridique dans le cadre du Conseil d'Europe, est-ce que le numérique, est-ce que la transition écologique amène de nouveaux droits fondamentaux ou non. Et donc la communauté est assez polarisée là-dessus en disant on n'a pas besoin d'inventer de nouveaux droits. On peut tout simplement interpréter ce qui existe déjà et donc faire de la jurisprudence à partir notamment de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, si on ouvre le chapitre de la Convention, et notamment il y a des États qui veulent la réviser, les droits ne vont pas s'agrandir. Nos droits vont aller à la baisse. Donc je crois qu'il y a aussi, avec ces chartes et les soft laws, c'est aussi un garde-fou, notamment dans les recommandations, pour ne pas ouvrir du hard law à la révision et laisser notre traité et nos acquis en termes de droits qui sont là depuis longtemps. Merci beaucoup. Alors, une toute dernière question. Nous sommes très en retard. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je vais faire vite. Merci pour vos propos. J'avais une question moi, sur le rapport au temps. Parce qu'on est aujourd'hui pris dans des pressions intersystèmes, intrasystèmes également, intra-institutionnelles, sur le fait qu'il faut produire beaucoup, rapidement. Il y a moins le temps de se poser, d'évaluer une situation, etc. Et est-ce que aussi ce rapport au temps et cette pression au temps ne va pas faire de l'IA la solution facile d'être pris finalement dans le désir institutionnel, dans le désir de vitesse, etc. Et est-ce que ça ne présente pas aussi un risque qu'il faudrait évaluer en disant il faut aller vite, il faut produire, mais il faut aussi prendre le temps d'y réfléchir. Et parfois, je pense que ce n'est pas très simple éthiquement de s'y retrouver entre la production efficace et la production qualitative. Et peut-être que l'IA est du coup, à ce moment-là, une bonne ou moins bonne solution selon les contextes. La question du temps et de l'automatisation. Depuis la nuit des temps, ces deux éléments sont très proches. L'être humain n'a jamais été aussi content de ne plus aller chercher l'eau au puits depuis qu'elle coule au robinet. Mon inspiration à moi, ce sont les écrits de Jan Helmut Rosa, donc un philosophe allemand
qui parle de l'accélération. Et donc, face à l'accélération, il dit il y a un seul moyen, c'est d'entrer en résonance. Maintenant, entrer en résonance, ça veut dire avoir une partie émotionnelle qui va résonner en nous pour entrer en résonance. Alors, machine est par principe dépourvue des émotions et des affects, même si elle peut provoquer des affects. Et on voit bien hein, le chatbot, qu'est-ce qu'elle provoque chez les humains et parfois des choses assez dramatiques. Mais en tout cas, cette résonance, elle est importante pour justement faire de la résistance à l'accélération et à chacun nos choix, avec qui et avec quoi nous allons entrer en résonance. Oui, je suis assez d'accord avec votre interrogation. Il y a à la fois des aspects très positifs parce que de fait, l'IA répond à des tâches répétitives et chronophages. Et là, l'outil est magnifique et extraordinaire parce qu'il permet de gagner énormément de temps et parfois même une certaine fiabilité. C'est le cas en médecine et dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Et puis, on peut être dans cette machine à laver où la performance, l'efficacité en permanence est quelque chose qui s'impose dans les tâches, dans le travail de chacun. Reste, comme je vous le disais, à se saisir du temps qui nous est proposé, puisque ça va plus vite sur certaines tâches. Eh bien, est-ce que, en tant qu'enseignant, je vais en profiter pour intervenir de façon plus pédagogue, de façon plus fine, avec des séquences différentes, utiliser l'usage d'une machine pour que des images, pour que de la musique, pour que, par exemple, les images de l'INA, hein, l'Institut national d'audiovisuel, puissent illustrer la séquence d'informations sur l'histoire des politiques sociales, etc., etc. Encore une fois, je dois me poser la question de comment transmettre au mieux le message que j'ai envie de faire passer et comment faire, après la crise du Covid, pour que, sachant que l'attention aujourd'hui des étudiants est moindre, je continue à les captiver et je continue à leur donner envie d'aller à la bibliothèque, de travailler en auto-formation, etc. Ce sont de nouveaux défis que nous rencontrons en tant qu'enseignants et étudiants, y compris pour l'évaluation. Et donc, moi, j'ai été un peu piégé comme enseignant en demandant des évaluations écrites à domicile. Et la plupart des étudiants, vous le savez, ont utilisé leur moteur de recherche et m'ont donné des documents presque parfaits, en tout cas à leurs yeux. Donc voilà, on a un vrai rapport au temps et, si je puis dire aussi, un vrai rapport à l'être. Hein, qui suis-je ? Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que l'homme dans cette société un petit peu postmoderne ? Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir Anna Rourka et Patrick Banneux. Merci beaucoup pour vos interventions. Et donc, nous allons accueillir Joël Rioux et Claudia Ayika. On va, au niveau du programme, faire... mais Claudia, je t'en prie, tu peux venir sur la chaire. Nous allons démarrer par Joël Rioux, qui vont donc intervenir l'un après l'autre. Puis nous ferons également une séance de questions-réponses à l'issue de leur intervention. Joël. Merci Yann. Et puis, très impressionné par le niveau des réflexions qui ont été posées jusqu'à présent. Moi, j'aurais rajouté, j'interviens quand même sur ta présentation, Yann, parce qu'il y a quelque chose qui m'a... Vraiment, je l'ai trouvé super. Et je trouve que la différence entre l'homme et la machine, en fait, il y a un élément que j'aurais rajouté, c'est de dire que l'homme, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire que l'homme, il est faillible, homme avec un grand H, alors que l'IA, justement, elle n'est jamais fatiguée, elle n'a jamais de problème personnel, elle n'a jamais faim, elle n'a jamais mal à la tête, donc elle travaille sans arrêt, sans arrêt. Et ça, effectivement, c'est un élément très fort de différence entre la machine et l'homme. Alors moi, je viens vous présenter le fruit, finalement, d'une application de l'IA dans le travail social. Donc pas du tout avec une réflexion, disons, au niveau de mes prédécesseurs, mais vraiment avec une expérience terrain. Et je vais vous préciser, comme cela se dit dans pas mal d'endroits, d'où je parle, pour que vous compreniez pourquoi peut-être ce que je vais dire va vous surprendre, ou en tout cas, je vais utiliser un discours que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. Alors, et je précise, suite au conseil de mes interlocuteurs précédents, que ces documents ont été faits avec l'IA. Alors, qui sommes-nous, Responsages, et d'où parlons-nous ? Responsages, c'est une PME, c'est un service social interentreprise qui est basé à Paris et qui travaille sur toute la France. Nous sommes une trentaine de salariés, dont la moitié d'assistants sociaux du travail.
Et nous faisons un chiffre d'affaires d'à peu près 3 millions chaque année. Donc déjà, nous sommes une société privée qui a besoin de faire un résultat positif pour exister l'année suivante et pour payer ses salariés. Deuxièmement, qui sont les clients, c'est-à-dire les gens qui nous payent? Ce sont les entreprises du CAC 40, du SBF 120, c'est-à-dire pour la plupart de très grandes entreprises. Parfois, ce sont des entreprises publiques, plus rarement, et parfois, nous travaillons aussi avec des entreprises adaptées. La particularité du service, c'est que nous travaillons à 90% l'accompagnement de ce que vous appelez les usagers, que nous appelons les bénéficiaires. 90% de notre travail est fait en distanciel. Alors, c'est déjà un élément important, si vous voulez, de compréhension de la manière dont nous travaillons, qui d'ailleurs, quand nous sommes orientés vers le travail social, il y a de cela maintenant un peu plus de 6 ans, en 2019, eh bien, ça nous a valu de nous faire traiter de gens qui ne faisaient pas du social, en fait, jusqu'au moment du Covid, et ensuite, où on s'est aperçu que le travail à distance pouvait quand même avoir aussi son efficacité, et en tout cas apporter des réponses satisfaisantes aux bénéficiaires qui nous appelaient. Moi-même, je viens d'un univers qui n'est absolument pas l'univers du travail social, puisque je suis un ex-officier dans l'armée de terre. J'ai travaillé ensuite comme consultant puis cadre dans l'industrie, et ensuite je suis entrepreneur depuis 25 ans. Donc voilà, ça vous pose le cadre, mais c'est un cadre qui est ce qu'il est, mais qui va expliquer aussi la manière dont peut-être je vais vous présenter les choses. Alors, avant de vous présenter la slide suivante, j'en ai que 3 en tout, hein, ça ne va pas durer des heures, je voudrais dire que si vous voulez, nous, l'IA, on l'a utilisé dans une optique qui est la suivante. On part du principe, puisqu'on accompagne les salariés dans les entreprises, que l'on est confronté, comme tout le secteur du travail social, à un double phénomène. D'une part, une raréfaction des moyens, un épuisement des professionnels, enfin, c'est une charge de travail qui explose. Deuxième tendance, les besoins explosent parce que les gens sont de plus en plus vulnérables, seuls, et à gérer multi-problèmes. Donc ça, c'est le cadre dans lequel nous avons posé notre réflexion sur l'IA. Et l'IA, nous y avons réfléchi comme un outil pour essayer de décharger nos travailleurs sociaux d'une quantité de travail qui devenait phénoménale. Alors je vais vous montrer un schéma maintenant qui vous explique comment j'ai essayé de vous modéliser ce que nous faisons, et je vais vous expliquer où l'IA intervient au quotidien dans le travail de nos salariés. Vous avez ici décomposé en 7 étapes qui sont tout à fait discutables, mais qui sont une manière de synthétiser notre travail quotidien. Les différentes étapes pour l'accompagnement d'un usager, d'un bénéficiaire. Alors la dernière étape, le suivi accompagnement, il est sans limite parce que tout dépend de la situation que nous avons à accompagner. Il y a une première étape qui est un entretien d'évaluation, et comme vous l'avez compris, très souvent à distance. Une deuxième étape, parce que nous avons une culture de l'écrit extrêmement forte, c'est la retranscription et les synthèses de l'entretien, ce qui est un travail intellectuellement, humainement, extrêmement compliqué. Nous avons aussi, alors ça c'est un peu bizarre pour vous peut-être, le choix des mots-clés. Pendant 5 ans, nous avons constitué un référentiel, ce qu'on appelle une nomenclature, pour essayer de classifier toute l'intelligence collective que nous avons avec nos travailleurs sociaux, pour essayer de catégoriser le type de problématiques auxquelles nous devons faire face. Donc, nous avons des mots-clés qui permettent de choisir, c'est à la main du travailleur social, des paragraphes qui permettent de constituer des réponses écrites. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour 2 raisons. La première, ces mots-clés nous servent à collecter une data anonymisée, c'est-à-dire face à la problématique que l'on observe, quelles réponses nous apportons. Et la deuxième chose, c'est simplifier l'aspect rédactionnel de ce qui est apporté aux bénéficiaires, à l'usager. Alors ça a été réfléchi avant l'IA, donc c'est peut-être un tout petit peu archaïque, mais en tout cas, ça marche extrêmement bien. Ensuite, nous avons la rédaction d'un plan d'action qui systématise la relation avec l'usager, qui permet d'avoir un document opposable pour l'un comme pour l'autre, pour le professionnel comme l'usager. Enfin, il y a une relecture en interne, et puis un envoi, et derrière, l'accompagnement. Alors, je vous ai mis des temps qui sont ce qu'ils sont, mais disons que sur une année complète, on accompagne environ
5000 salariés uniques par an, et pour à peu près 9000 situations, disons que ce chemin-là, ce cycle de traitement, dure à peu près 2 heures. Or, le suivi. En quoi l'IA est un outil accompagnateur pour nos salariés? Comme vous le voyez, on a mis au-dessus du 2, au-dessus du 3 et en dessous de l'ensemble du parcours IA. Donc, à la phase 2, retranscription et synthèse d'un entretien. En moyenne, on s'est aperçu que pour un entretien de 15 minutes, la synthèse, la retranscription, il faut à peu près multiplier par 3 le temps de l'entretien. Donc aujourd'hui, avec l'IA que nous avons développée pour notre société, nous avons une retranscription de l'entretien qui se fait automatiquement et instantanément. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'entretien? Parce que avant que la personne nous contacte, vous avez une sorte de message vocal qui dit « Si jamais vous ne souhaitez pas être enregistré, dites-le nous, et vous ne le serez pas. Si ça ne vous pose pas de problème, vous serez enregistré à des fins professionnelles. » Et donc l'entretien est synthétisé, anonymisé, et ensuite mis dans un logiciel qui nous permet d'avoir le suivi de l'accompagnement de la personne. Donc comprenez bien, ça veut dire on passe de 40-45 minutes à entre 0 et 5 minutes en fonction de la qualité de la retranscription. Deuxième chose, l'IA au niveau de la phase 3. Une fois que l'entretien a été réalisé, nous allons comparer le contenu de la synthèse avec tous les mots-clés que nous avons dans nos bases de données. Et donc, l'IA va proposer au travailleur social les mots-clés qui lui semblent correspondre à ce qu'il a trouvé dans l'entretien. Charge au travailleur social ensuite de dire ça correspond à ce qui s'est passé, à la réponse que je souhaite apporter, ou ça ne correspond pas. Donc vous voyez, il y a toujours une étape humaine de validation de ce qui se passe. Il n'y a rien qui se fait par magie, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire on fait la retranscription, on choisit les mots-clés, on envoie la réponse. Non, il faut le passage par l'intervention humaine. Et enfin, troisième point, alors qui n'est pas le moindre, et moi je l'avais je l'avais pas vu comme ça au départ, c'était une demande de nos assistants sociaux, qui était de dire ce dont on a besoin, c'est d'un outil qui nous permette de faire une synthèse de dossier. On a 3 logiciels, et quand quelqu'un nous appelle pour dire voilà, ou quand nous avons une AS absente, et qu'il faut en urgence prendre en charge l'accompagnement d'une personne, il est extrêmement complexe, avec tous les outils qu'il y a, toutes les informations, les datas, tout ce que vous voulez, pour quelqu'un qui débarque, de comprendre la situation, de voir ce qui se passe. Or, nous avons développé un outil qui permet d'avoir une synthèse de l'ensemble de l'accompagnement, quelle que soit la durée, et qui donne en moyenne à peu près 90%, entre 90 et 95% des informations nécessaires à la compréhension du dossier. Or ça a été un élément que moi je n'avais pas du tout vu, donc évidemment ça apporte une facilité de travail aux professionnels considérable, parce que autant vous dire que quand on doit reprendre un dossier sur lequel on ne connaît rien, et je vous apprends rien en disant ça, eh bien il y a quand même une espèce de moment de grande solitude, en se disant il va falloir tout regarder, essayer de comprendre, etc. Là, vous avez la compréhension globale immédiate de ce qui se passe. Alors, je ne veux pas déflorer le sujet, mais disons que c'est un élément qui a profondément changé notre relation, non pas avec les bénéficiaires, même si vous comprenez bien que ça veut dire que la qualité de l'accompagnement, la permanence du service est là, mais c'est avec nos clients que c'est assez extraordinaire de voir comment les choses ont changé. Et donc j'arrive à ma dernière slide. Voilà. Quel est finalement le retour d'expérience que je tire de ces à peu près 2 ans aujourd'hui d'utilisation de l'IA? D'abord, des gains de productivité. Alors, dans une entreprise, c'est absolument indispensable. Les gains de productivité, c'est ce qui assure l'augmentation du niveau de vie de tout le monde. S'il n'y a pas de gain de productivité, l'entreprise, à terme, disparaît. Concernant le premier point, le dernier point que je viens d'évoquer, les synthèses d'accompagnement, on est passé d'un temps moyen pour constituer une compréhension du dossier de 4 heures. Initialement, il fallait 4 heures à un travailleur social chez nous pour faire la synthèse d'un dossier qu'il ne connaissait pas. Aujourd'hui, il faut environ une demi-heure, puisque la synthèse sort automatiquement et que derrière, une relecture, une recherche permet d'étayer la compréhension du dossier. Mais vous comprenez que de 4 heures à une demi-heure, c'est monstrueux. Et ça veut dire qu'aujourd'hui,
nous avons une relation quand même particulière avec nos clients qui, quand ils nous adressent des personnes en disant, voilà, vous accompagnez quelqu'un qu'on vous a adressé il y a maintenant 1 an, et on voit que pour X raisons, il y a telle ou telle situation, dites-nous ce qui s'est passé, en tout cas en termes d'environnement global, et est-ce que le salarié, avec son accord, est aujourd'hui accompagné de manière correcte? Quelles sont les solutions qui restent à votre disposition pour avancer sur l'accompagnement? Inversement, en interne, comme je vous l'ai expliqué, le fait de savoir que quand quelqu'un est absent chez nos travailleurs sociaux, en vacances, ou pour toute autre raison, eh bien que quelqu'un pourra prendre le relais, quelle que soit la personne qui nous contacte, c'est aussi un élément extrêmement structurant pour nous. Les synthèses d'entretien, alors là pour le coup on est passé en moyenne de 45 minutes à pratiquement 0. Et ensuite la question du choix des mots-clés, eh bien là on s'est aperçu que le choix des mots-clés, d'ailleurs un peu comme la synthèse des entretiens, dépend beaucoup de la qualité et de la manière dont l'entretien a été mené. C'est-à-dire que si la reformulation est correctement faite, eh bien vous avez des synthèses d'entretien qui sont excellentes. Si la reformulation n'est pas correctement faite, ou si, pour X raison, l'entretien est mené de manière un peu chaotique, eh bien, l'IA ne se substituera pas à la manière dont le professionnel a géré son entretien. Résultat et nouveaux services. Nous avons aujourd'hui, effectivement, la traçabilité de tous nos échanges et accompagnements, ce qui veut dire que quand quelqu'un nous interpelle pour dire « cet accompagnement n'a pas été bien fait », « votre AS n'a pas bien travaillé », etc., etc. En fait, nous avons la capacité à avoir des documents opposables tout le temps et sur tout sujet. Il se peut parfois qu'il y ait des choses qui n'aient pas été bien faites. Normal, personne n'est infaillible. En revanche, la mauvaise foi, ou les gens qui vont dire « vous faites ceci comme ça, vous êtes ceci, vous m'avez mal parlé, machin, etc. » On a tout ce qu'il faut pour dire « voilà objectivement les choses ». Et comme les gens sont dans le ressenti, dans « j'explique », mais qui n'ont pas de preuves à apporter, si vous voulez, ça permet tout de suite d'apaiser le débat. Deuxièmement, alors peut-être un élément dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, nous sommes prêts à affronter la vague IA utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de plus en plus, comme lorsqu'on va chez le médecin, eh bien nous sommes confrontés à des gens qui vont nous contacter sur tel ou tel sujet, et ils ont déjà obtenu des réponses par l'IA. Et alors là, croyez-moi, ça change aussi la posture du travailleur social, parce que la personne arrive avec une checklist en disant « voilà ce que j'ai, voilà ce que je demande », mais on n'est pas au supermarché. Hein. Et c'est exactement la même chose chez les médecins. Les gens vont chez le médecin en disant, de plus en plus les jeunes d'ailleurs, en disant « voilà ce que j'ai, mes symptômes, et voilà la réponse ». Donc, 2 attitudes par rapport à ça. Soit on dit « puisque vous avez la réponse… merci, j'ai pas grand-chose de plus à apporter », soit on essaie d'ouvrir un débat et on essaie d'avoir un dialogue qui permet peut-être d'aller un peu plus loin que les choses de surface. Mais ça pose aussi une autre question qui est la question juridique. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de gens, usagers, bénéficiaires, comme vous voulez, qui vont venir voir des professionnels, quel que soit le secteur, mais là on parle de travailleurs sociaux, en disant « j'ai droit à ça, je veux ça, etc. » Et donc si je ne l'ai pas, on sent bien qu'on est de plus en plus dans une logique où il faut avoir un résultat. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc le fait d'avoir une traçabilité, le fait d'avoir la possibilité d'opposer quelque chose à ce qui nous est adressé est extrêmement important. Et je vais vous donner un exemple, j'y pense d'ailleurs, qui nous a fait beaucoup réfléchir. 2 exemples même. Le premier, c'est un travailleur d'origine étrangère qui ne parle pas français. Et alors, dans son entreprise, tout le monde est surpris parce qu'il ne veut pas d'interprète. On lui propose un interprète, on a un service d'interprétariat. Il dit non, j'en veux pas. Et il nous adresse systématiquement des documents pour expliquer sa demande, faits par ChatGPT, qui ont été traduits en français. Le problème, c'est que ce sont des documents qui sont à la limite d'une mise en demeure, presque un document juridique. Donc autant vous dire que le travailleur social qui reçoit un document comme ça, la première chose à laquelle il pense, c'est « je me borde et je suis capable de répondre à son niveau ». En fait, vous comprenez que le problème, c'est qu'on va répondre à un niveau extrêmement structuré et que la personne va recevoir ce document, va le traduire, et on va avoir un jeu de ping-pong comme ça qui est extrêmement consommateur de temps et d'énergie pour nos travailleurs sociaux. Je n'ai pas forcément de réponse sur ce qu'il faut faire. Ce que je sais, c'est qu'on se borde et qu'on a la possibilité d'avoir la traçabilité de tout, ce qui est très important. 3e point,
le retour aux fondamentaux de l'entretien de la formation initiale des travailleurs sociaux. Effectivement, la manière dont on utilise l'IA nous permet de voir que, comme je le disais tout à l'heure, si les fondamentaux de la formation initiale ne sont pas respectés, par exemple dans l'entretien, l'IA va sortir pas grand-chose de bon. Plus la formation initiale sera rigoureuse, plus le résultat sera bon. Tout ça pour vous dire que on est déjà, moi je pense, rentré dans un monde effectivement complètement nouveau et que beaucoup de questions se posent auxquelles je n'ai pas de réponse, mais qui vont nécessairement venir impacter notre travail au quotidien. Alors, question étape suivante, et j'en termine là. J'ai pas encore vu les panneaux du temps, donc c'est bien. Ah, 1 minute. Alors, que faire du temps gagné? Alors ça, c'est la vraie question. C'est la question de la productivité. Si on est capable de faire, vous comprenez qu'on gagne en fait énormément de temps. Si ce temps sert à augmenter en proportion le nombre de bénéficiaires, d'usagers que l'on accompagne, ça veut dire qu'on maintient une pression sur le travailleur social qui est énorme. Et d'ailleurs, ça fait 2 ans qu'on en discute avec nos travailleurs sociaux. La première interrogation qu'ils ont eue, c'était de nous dire si vous faites ça, en fait, vous allez nous griller notre cerveau. Et ils ont parfaitement raison. Parce que ça veut dire qu'on va multiplier quelque part quand même une charge mentale et l'obligation de toujours aller plus loin. Donc, première chose, le temps gagné ne peut pas servir exclusivement à augmenter le nombre de dossiers traités. Deuxièmement, quel changement l'IA apporte ou va apporter dans la posture professionnelle? Et puis, quelles formations seront nécessaires pour s'adapter? Alors là, j'ai aucune réponse à vous apporter. Nous sommes en train de faire l'étude. On le fait de manière anonymisée avec nos travailleurs sociaux pour dire, voilà, comment utilisez-vous ça au quotidien? De quoi avez-vous besoin finalement aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il y a des demandes nouvelles qui émergent du point de vue de la formation. Quels sont les prochains projets technologiques que nous avons? En fait, on en a un qui arrive très vite, et c'est un projet qui vise à utiliser l'IA pour aller chercher sur toutes les bases de données de l'État qui sont ouvertes, alors pas les bases de données personnelles, mais les bases de données de référence, de documents, de textes, de règlements, de CERFA, etc. Nous allons aller chercher tout ce qui correspond à la situation d'un usager qui va nous interroger. Ce qui veut dire qu'on va être capable très vite ensuite, si besoin est, si nécessaire, de pré-remplir des documents et finalement d'accompagner beaucoup plus loin qu'on peut le faire aujourd'hui les bénéficiaires. Dernier point, quels sont les défis humains? Eh bien, les défis humains, ce sont principalement, justement, c'est de dire comment fait-on pour ne pas perdre tout le monde en route? Et quand je dis tout le monde, c'est pas seulement les travailleurs sociaux chez nous, c'est aussi les gens qui travaillent au développement des outils informatiques, c'est les gens du recrutement, c'est les gens du marketing, etc. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai, c'est que l'IA introduit une pression du temps sur les personnes qu'il faut absolument combattre. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand je dis recrutement de pionniers, eh bien c'est vrai qu'on s'aperçoit, et on le fait depuis un peu plus d'1 an maintenant, que nous recrutons d'abord des gens qui ont une certaine maturité. On ne va jamais recruter un travailleur social qui sort d'école. Il faut qu'il ait eu l'expertise et le temps d'appréhension de la patte humaine. On va recruter des gens qui sont, avec un esprit un petit peu d'audace, des gens qui aiment prendre des risques, parce que venir chez nous, ça peut être déstabilisant. Et troisièmement, en tout cas dans les profils de travailleurs sociaux, on recrute quasi exclusivement, on a des gens partout en France, mais on recrute quasi exclusivement des travailleurs sociaux qui viennent chez nous parce qu'ils disent « on veut donner une dernière chance à notre métier, et donc on vient chez vous ». Et j'en ai fini. Merci beaucoup, Joël, merci. On va sans plus attendre donner la parole à Claudia Aïka du laboratoire interdisciplinaire en intervention sociale de ETIS à Nice, qui fait partie de CERSO. Claudia. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Claudia Aïka, je travaille au LARIS. Et comme Joël Rio avant moi, je ne viens pas originellement du travail social. Je suis mathématicienne de formation et je travaille au LARIS, ETIS. Et aujourd'hui, je vous présente un outil interne qu'on a développé, qu'on est en train de développer,
pour mettre l'IA au service de l'analyse de texte. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le LARIS, c'est le laboratoire de recherche interdisciplinaire en intervention sociale qui est situé à Nice et qui fait partie de l'école de travail social ETIS. C'est un laboratoire de recherche appliquée dans lequel on met vraiment un point d'honneur au croisement des savoirs. Donc, dans ce laboratoire, on a des ingénieurs sociaux, des mathématiciens, dont moi, des anthropologues, des chargés de recherche. Donc, c'est vraiment un laboratoire où toutes les disciplines se croisent pour se mettre au service de l'intervention sociale. Nous intervenons en soutien aux politiques publiques. Nous réalisons des études et des diagnostics. Nous participons également à la construction d'observatoires ainsi qu'à la valorisation de la recherche. Comme je le disais plus tôt, c'est un laboratoire vraiment interdisciplinaire, donc dans lequel nous allons croiser les méthodes qualitatives, les méthodes quantitatives, la data science et les analyses documentaires. Alors, un petit contexte de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous avons travaillé sur le pacte des solidarités, qui est une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et qui a été initiée au niveau national en 2018. Ce pacte des solidarités était articulé autour de 4 grands axes, à savoir prévenir la reproduction de la pauvreté, favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion, lutter contre la grande exclusion et construire une transition écologique solidaire. Alors, pour réaliser cette étude, nous avions énormément de documents, à savoir que nous l'avons réalisé sur 3 départements des Alpes de la région PACA, à savoir les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et donc, nous avions pour chaque département une 50aine de documents, de plans, de schémas, de rapports d'activité à éplucher. Et l'analyse était importante parce qu'il fallait identifier les logiques d'intervention, identifier les objectifs et les actions qui ont été mises en œuvre et les objectifs qui ont été prévus. Et aussi identifier les convergences et les spécificités entre les territoires. Comme vous devez vous en douter, c'est un travail très long, très fastidieux, manuel, et qui est difficilement standardisable à grande échelle. Là, on était sur 3 départements. Si on avait été sur 10 ou même sur toute la France, ça aurait été un travail immense. Et voilà, c'est l'illustration de ce que j'expliquais. Donc, on a épluché tous les plans, les schémas de politique publique, les rapports d'activité, en fonction des 4 grands axes qui ont été identifiés, et ce qui nous a permis d'extraire des sous-thématiques pour chaque axe, pour chaque département. À la fin, nous avions par département et par axe une grosse carte mentale. Par exemple, là, pour l'axe 1, nous avions su identifier 6 sous-thématiques. Et à votre droite, vous voyez, par exemple, la sous-thématique soutien à la parentalité, tous les documents qui référencent des actions, des objectifs qui sont liés à cette sous-thématique. Et c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Nous nous sommes dit, mais comment automatiser, enfin, nous sommes dit que nous pouvons automatiser en fait ce processus pour gagner du temps déjà et pouvoir consacrer ce temps à faire autre chose, par exemple. Et donc, dans notre cas, nous avons utilisé en particulier le machine learning. Merci Yann d'avoir fait le petit topo ce matin. Nous avons utilisé le machine learning et en particulier le traitement du langage naturel en vue de créer un outil interne d'analyse de texte. Nous avons utilisé ce qu'on appelle dans l'intelligence artificielle l'apprentissage supervisé. Yann le disait ce matin, il y avait l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Dans notre cas, c'était de l'apprentissage supervisé parce qu'on avait déjà les sous-thématiques, on avait identifié ce qu'on appelle en langage informatique les labels sur lesquels on pouvait s'entraîner et ensuite faire des prédictions. Donc à ce stade, lorsque nous avons donc entraîné des modèles, bien évidemment, et à ce stade, lorsque nous avons un nouveau schéma, un nouveau document, en gros, que nous donnons à notre modèle, il est capable de nous faire ressortir les sous-thématiques en fonction de tout ce qu'il a appris au préalable. Quand je dis appris, est-ce que ça choque des gens? Apprendre. Ok, parfait, ça va. Parce que généralement, on a ce débat avec des collègues quand on dit que la machine apprend, vu qu'elle n'apprend pas au sens humain du terme, ça pose un peu débat.
Ok. Alors, je vous présente juste quelques résultats. Je ne vais pas rentrer dans le technique. On a appliqué en premier lieu des algorithmes classiques d'intelligence artificielle. Et nous voyons bien que les résultats ne sont pas fameux en termes de précision. On est à moins de 50%, c'est-à-dire que dans plus d'un cas sur deux, la machine se trompe. Que faire? Nous sommes donc partis sur les LLM, les modèles derrière ChatGPT, Gemini et les modèles génératifs qu'on utilise maintenant. Et pour la petite histoire, il faut savoir que les modèles de traitement de texte sont des modèles qui appartiennent à la famille BERT, on appelle BERT, qui ont été entraînés sur des corpus en anglais. Et nous, on a trouvé un modèle qui a été entraîné sur des corpus français, d'où le nom Camembert. Donc il s'appelle Camembert. Claudia, j'ai senti, mais peut-être à tort, comme un flottement. Est-ce que tu peux préciser pourquoi les pourcentages de la vignette précédente étaient faibles? Est-ce qu'on entend par pourcentage? Parce que ce n'est pas les résultats qu'on voit là, mais c'est la fiabilité de l'algorithme dont tu parles. Exactement, oui, c'est ça. C'est la fiabilité de l'algorithme. Et là, ils étaient faibles parce que c'est des modèles classiques, on va dire, probabilistes et assemblistes, qui se basent sur des probabilités et pas sur le contexte du contenu. Alors que les modèles de traitement de langage, ils ont été entraînés sur des corpus, donc sur du texte, et ils sont capables de reconnaître plus fidèlement les caractères. Et sans surprise, on voit que la différence est de taille. Là, on est sur plus de 85% de fiabilité. Donc, dans plus de 8 cas sur 10, le modèle reconnaît correctement et catégorise correctement ce qu'on lui donne. Alors, on s'est quand même heurté à quelques défis, parce qu'il faut savoir qu'en machine learning, on a ce qu'on appelle des classes, c'est-à-dire des catégories. Et donc, si les catégories sont mal équilibrées, par exemple, dont la sous-thématique soutient la parentalité, si on a plus d'exemples que dans une autre sous-thématique, accès à l'emploi, par exemple, on a un déséquilibre des classes. Le volume des données sur lesquelles on s'est basé n'était pas non plus très important, parce que la première étape de labellisation prend énormément de temps. Donc, on s'est contenté de quelques exemples pour entraîner nos modèles, afin de voir s'il tenait la route, s'il était pertinent, s'il avait des réponses convaincantes. Il faut savoir que c'est un outil qui est toujours en développement. C'est l'un des projets de fond du LARIS qui tourne sur tous les autres projets. Et quels sont les gains et les apports potentiels de ce genre d'outils? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, pour les chercheurs ou les équipes d'études, déjà faire des analyses comparatives, pouvoir comparer plus rapidement plusieurs schémas ou diagnostics. Aussi, suivre l'évolution des priorités, des thématiques, la réduction des tâches répétitives. Tout ce travail d'analyse, de construction de cartes mentales peut être largement automatisé. Et enfin, le temps peut être recentré sur l'analyse critique, l'interprétation et le dialogue avec les acteurs. Qu'en est-il des gains pour les politiques publiques? Alors, ils ont une vision territoriale plus renforcée. Ça peut les aider au pilotage, à repérer plus rapidement les priorités émergentes, à faire des comparaisons, mieux suivre l'évolution des politiques publiques. Et quel est le positionnement du LARIS, en particulier et en général d'ETIS par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Pour nous, l'outil ne remplacera jamais le chercheur, le professionnel du travail social, c'est clair, mais les tâches répétitives peuvent être largement déléguées à l'IA sous supervision humaine, bien entendu. Et en ce qui concerne l'interprétation, la contextualisation, l'analyse poussée de tout ce que l'outil aura produit, on est obligé de le faire, en fait. Donc l'enjeu n'est pas de remplacer l'expertise humaine, mais de libérer du temps pour les questions qui nécessitent réellement analyse, débat et mise en perspective. Merci pour votre attention. Alors, nous allons inviter Joël et Claudia à s'installer dans la chaire pour les questions qu'il y aura dans la salle. Pendant qu'ils s'installent, je dois vous dire que donc, nous avons ici mis un kakémono de challenge, puisque l'IRTS Hauts-de-France a un pôle numérique IA et data science qui s'appelle Challenge, avec l'équipe qui est présente, d'ailleurs, autant à la modération qu'à la facilitation micro. Donc vous retrouvez ici tous les champs d'expertise de Challenge sur le e-learning, sur l'IA et la data science, que nous travaillons avec notre partenaire du LARIS notamment.
Y a-t-il des questions, réactions? J'ai vu beaucoup de questions, réactions en ligne. Y a-t-il des réactions présentielles? Merci Yann. Je pense que dans le déroulé, Yann, je vais te faire un reproche. Il eût fallu d'abord écouter Madame, puis Monsieur. Parce que, et ça rejoint la question de Bertrand tout à l'heure sur les GAFAM et compagnie, il y a un point important, c'est le gain de temps. Dans le premier cas, le gain de temps va vers plus de collaboration, plus d'écoute, plus de réflexion, etc. Dans un deuxième cas, alors je pense que ce n'est pas un cas extrême, et j'en parlerai après, on parle déjà de gain de productivité et donc d'accompagner plus de monde, mais j'ai bien entendu M. Rioux dans une certaine limite. Et dans votre propos liminaire, vous aviez bien dit que votre objectif était d'abord de permettre de faire vivre votre entreprise et qu'il fallait un chiffre d'affaires pour faire vivre l'entreprise, payer les salariés et rendre un service. Vous n'avez pas évoqué la rémunération d'actionnaires ou de fonds de pension, etc. Et quand on imagine l'impact de l'IA dans certains secteurs, je ne suis pas forcément très inquiet à ce stade dans le travail social que je connais bien, dans les structures gérées par des associations où la question de l'éthique qui était présentée tout à l'heure par Patrick Banneux, je pense et je l'espère, reste encore d'actualité. Mais on sait bien que notre secteur commence à être impacté. Si on va par exemple sur le secteur de l'accompagnement des personnes âgées, par des entreprises du secteur privé, dont certaines doivent rendre des comptes à des fonds de pension, avec des objectifs de rentabilité. Je pose tout simplement la question de ce temps gagné, est-ce qu'il ne sera pas utilisé, non pas pour essorer les travailleurs sociaux qui le sont actuellement, en tout cas dans un certain nombre de ces structures pour personnes âgées, mais tout simplement pour gagner en chiffre d'affaires, pour gagner surtout en bénéfices et pour donc reverser des dividendes à des entreprises. Et sur ce secteur-là, Madame Aïka, si je ne me trompe pas, vous disiez tout à l'heure que le travailleur social ne sera jamais remplacé par l'IA. Là aussi, dans le secteur des personnes âgées, il y a quand même, on entend, on voit des projets assez avancés sur des accompagnants peu humains et plus robots. Alors c'est parfois un peu gadget, mais je pense que la question se pose. Bien sûr qu'il y a une rémunération des actionnaires aussi, évidemment. Mais s'il n'y a pas de rentabilité dans une entreprise, si vous voulez, il n'y a pas de salariés, il n'y a rien. Et d'ailleurs, moi je parle de là où je suis, c'est-à-dire une petite PME. Et aujourd'hui, vous avez un taux de mortalité des PME en France qui est monumental, qu'on n'a jamais connu depuis 2009. Donc je vous rassure, le problème que la France va avoir à affronter, ce n'est pas du tout celui de la rémunération du capital des petites PME, mais c'est est-ce qu'il va en rester ? Il y en a 150 000 en France, pas 1,5 million. Hein. On parle beaucoup de la création d'entreprises, majoritairement ce sont des gens seuls dans leur coin. Mais votre question, elle est absolument pertinente. Mais je trouve que moi, je vous la renverrai en disant, regardez les associations, regardez les institutions publiques. S'il n'y a pas de gain de productivité dans les institutions publiques et dans les associations, je crains que le paysage économique s'assombrisse considérablement, et on va le voir très vite d'ailleurs dans les mois qui viennent. Ce que je veux dire par là, c'est comme toujours, si jamais l'IA permet d'améliorer la charge mentale des travailleurs sociaux, ce qui est en partie possible, si l'IA permet d'améliorer la qualité de l'accompagnement dédié aux usagers, ce que je crois fermement. Je n'en ai pas parlé, mais en fait, vous savez, la manière dont on remonte de la data anonymisée à nos clients fait bouger les politiques sociales des entreprises. Alors moi qui ne suis pas du milieu, j'ai découvert plein de choses, mais effectivement, on est capable, à notre niveau, d'apporter des informations qui font bouger les lignes de la politique sociale d'une entreprise. Après, le partage entre quel temps va être laissé à l'analyse, à l'approfondissement des situations, à la formation des personnes, eh bien, ça dépend beaucoup, effectivement, des gens qui sont dans une posture de dirigeant. Et mon discours n'est pas du tout peut-être celui que vous entendrez ailleurs, d'une autre personne, mais je pense que c'est exactement la même chose dans un service public, où j'ai entendu récemment quelqu'un qui a un poste
très important à la CNSA qui disait j'espère que l'IA va générer des économies. Et elle parlait de sa fenêtre en disant si on ne trouve pas d'économies, c'est vrai que ça va être compliqué, quoi. Donc vous voyez, c'est aussi à chacun, à chaque cadre, à chaque personne qui est en situation, comment dire, d'agir, de voir aussi comment on va répartir ces gains de productivité qui ne sont pas un gros mot, hein, je le répète, pas de gains de productivité, pas d'augmentation du niveau de vie dans un pays. Donc la question, c'est effectivement comment on les répartit, et moi j'ai pas de réponse. Je sais seulement que si c'est vrai qu'on met la pression sur les gens à la mesure des gains de productivité de l'IA, alors là, on va perdre tout le monde, mais c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que vous allez bousiller les entreprises, les institutions, etc. Et pour l'anecdote, j'ai participé à une conférence avec un neurophysicien, bon, je ne savais pas que ça existait, et qui avait passé sa vie à faire des études, il s'était baladé dans le monde entier, etc. Et il a dit la chose suivante, c'est-à-dire exactement ce que mes AS m'ont dit. Il m'a dit, avant l'arrivée de l'IA, je travaillais 30% de mon temps à 100% de mes facultés. Et 70%, je faisais des choses qui me permettaient en gros, de me régénérer. Depuis l'arrivée de l'IA, il a dit c'est magique, je vais pouvoir travailler 100% de mon temps à 100% de mes facultés. Et son expérience, c'est de dire au bout de 3 jours, c'était fini, il ne pouvait plus travailler, il était épuisé intellectuellement. Donc voilà, si vous voulez, les limites, elles viennent très très vite, et les gens qui sont plutôt dans la pensée transhumaniste, voilà, c'est une espèce de course sans fin qui, on ne sait pas où est-ce qu'elle nous mènera. Et juste pour répondre au fait que la machine est déjà en train de remplacer dans certains secteurs l'humain, je pense que c'est un positionnement aussi à prendre par rapport à ça, de ne pas se laisser entraîner en fait, parce que l'humain, il doit rester central. Et même si on voit l'intervention de plus en plus de machines, de robots, la machine n'a pas cette capacité à avoir des émotions. Même si elle peut mimer l'émotion, la machine, elle ne peut pas ressentir des choses. Donc je crois que c'est à nous, aux humains aussi, de ne pas nous laisser entraîner par l'IA. C'est plus facile à dire qu'à faire, je pense, mais il faut qu'on lutte contre ça. Merci beaucoup. J'avais aussi une question un peu dans ce domaine-là, sur l'impact de l'IA et du temps que ça a pu libérer, donc de l'argent aussi derrière que ça peut générer dans ce que vous avez pu évoquer dans votre présentation. Et je m'interroge aussi au coût environnemental de l'outil, de ce que ça peut générer sur l'utilisation de l'eau, du dioxyde de carbone, enfin tout ce qu'on connaît. Et je ne sais pas si l'entreprise, votre société, elle réfléchit aussi à l'impact que ça peut avoir et à la compensation, du coup en parallèle, qui peut être proposé, pour pouvoir aussi compenser quelque part l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, qui est quelque part un coût un peu invisible pour la société, pour l'entreprise, qui peut ne pas être trop perceptible comparé à l'argent ou au temps que ça peut générer à côté, qui est très clair à pouvoir réinvestir dans autre chose. Mais ce coût-là pour l'environnement, je me dis ça, il impacte un peu tout le monde, il impacte notre monde. Comment une entreprise, alors cette question elle pourrait évidemment être posée à toutes les grosses entreprises d'IA générative, et j'entends bien, mais je me dis aussi les entreprises, les associations, les sociétés qui aujourd'hui veulent se développer sur cet outil-là, on parlait d'éthique, comment elle implique aussi cela pour avoir un usage éthique, compensé peut-être, de ce que ça peut générer comme coûts environnementaux à côté. D'abord, on est sur un modèle où la quasi-totalité de nos salariés travaillent en distanciel. Donc déjà, nous avons des salariés qui n'utilisent pas du tout leur véhicule. Nous avons des salariés qui ont une empreinte carbone personnelle dans leur travail qui est ultra faible. Deuxièmement, comme vous l'avez peut-être compris, on utilise l'IA non pas en disant à chaque personne dans l'entreprise fais tes prompts, débrouille-toi avec ChatGPT, avec Claude, avec Gemini, avec tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, on canalise complètement l'utilisation de l'IA. Contrairement à ce qu'on peut penser, on utilise beaucoup moins l'IA que les personnes. Si on avait 30 personnes chez nous qui utilisaient en permanence l'IA, on ferait ce qu'on appelle du shadow IA. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'IA de l'ombre. Et vous pouvez regarder dans vos pratiques professionnelles combien de personnes autour de vous l'utilisent, mais de manière complètement non cadrée, et comment dire, et pour le coup avec de vrais risques sur les données personnelles, etc., etc. Donc moi je crois qu'au contraire, on a une maîtrise très grande de l'IA, c'est-à-dire qu'on produit
beaucoup moins d'impact sur l'environnement que les gens qui l'utilisent sur leur téléphone en permanence pour demander tout et n'importe quoi. On a une utilisation qui est extrêmement limitée par rapport... D'abord, on n'est pas ni une entreprise d'IA, ni une entreprise qui a des data centers. On l'utilise de manière encadrée et réglementée. Et je dois dire que, parce que votre question est très intéressante, elle me fait penser à plein de choses, on combat l'utilisation de l'IA désordonnée. Parce que le vrai risque, c'est ça, du point de vue des données personnelles, du point de vue de l'environnement et du point de vue de l'impact sur le cerveau des gens. C'est-à-dire si vous n'êtes plus autonome et que l'IA est partout, c'est votre béquille, ça devient un vrai problème. Et d'ailleurs, vous savez, vous connaissez l'adage, on dit l'argent c'est un mauvais maître, mais un bon serviteur. L'IA, c'est pareil. Mauvais maître, mais bon serviteur. Du coup, j'avais une question aussi du chat. Alors, une question en petite salle, question. et puis après des questions en ligne. Oui. C'est une question pour Monsieur Rioux. Marion Ponce, cadre pédagogique à l'IRTS de Los et assistante sociale de formation. J'ai une petite question concernant l'IA et l'entrée en relation. Comment l'IA gère l'entrée en relation avec les personnes accompagnées qui est nécessaire au travail social? Comment l'IA gère les demandes implicites qui ne sont pas exprimées oralement par les personnes accompagnées? Et comment l'IA gère également la notion de secret professionnel qui encadre le métier d'assistant de service social? En 45 minutes maximum. D'abord, la mise en relation, elle est faite, si vous voulez, par une communication qui est faite dans les entreprises. On prend contact, soit par téléphone, soit par mail, soit par une application, avec le travailleur social. J'ai parlé de l'entrée en relation, c'est-à-dire ce qui se crée quand on rencontre les Mais personnes. écoutez, alors c'est très simple, sur les 3 questions que vous avez posées, l'IA ne fait rien du tout. Ça n'est pas du tout, la dimension dans laquelle on travaille avec l'IA. Ce n'est pas sa fonction. Voilà, l'IA est un assistant pour l'assistant social. C'est-à-dire que, si vous voulez, elle vient faire ce que madame a extrêmement bien expliqué, donc c'est vrai, peut-être que vous auriez dû parler avant moi, elle vient tout simplement prendre en charge ce qui est de l'ordre du travail répétitif et extrêmement consommateur en énergie et en mobilisation intellectuelle pour la personne. Après, le travailleur social reste parfaitement libre de corriger, amender, utiliser ou non le travail qui a été fait par l'IA. Mais vous comprenez bien que, dans les exemples que j'essaie de montrer, pouvoir synthétiser automatiquement un entretien, c'est un énorme gain de temps. Après, vous avez 2 attitudes par rapport à ça. Soit vous dites l'IA travaille de manière merveilleuse et je ne regarde plus et donc c'est bon, c'est fini. Soit vous dites c'est un assistant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup, mais je garde ma distance critique et je garde ma capacité à modifier ce qui doit l'être, à enrichir ce qui doit l'être. Mais en aucun cas, ça vient remplacer la relation humaine. C'est plutôt, comme vous l'avez très bien dit, c'est plutôt dans les tâches répétitives, dans les tâches administratives que là pour le coup, il y a des gains considérables. Des questions en ligne? Alors, oui, donc il y avait des questions. J'avais aussi un commentaire à faire sur la présentation de ETIS, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, du coup, j'avais travaillé 2 mois sur le projet, et on voit l'évolution de la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, on se souvient à l'époque de l'IA, des briques de technologie qu'on utilisait. Si on devait refaire la question aujourd'hui, on n'aurait plus du tout les mêmes usages technologiques. Et tout ça pour dire que la technologie avance tellement vite que même les plans doivent évoluer au fur et à mesure, surtout sur des plans d'études de 2 ans, 3 ans, où l'usage va évoluer, ce qui fait qu'en fait, on va faire d'autres projections. Si jamais, Claudia, tu veux mettre un mot là-dessus, sur le fait que les technos utilisés entre le début du projet et maintenant ont vraiment évolué. Et l'une des questions du chat, c'était pour Responsage, sur la question de la transparence du cadre légal et quelles règles en fait sont aujourd'hui utilisées et fixées sur l'usage des IA, l'usage des data. Comment sont utilisées les data et est-ce qu'il y a une certaine transparence ou pas de l'usage des data pour les utilisateurs, auprès des utilisateurs? Est-ce qu'on leur explique comment leurs données sont utilisées, comment elles sont stockées, etc. Alors, peut-être juste en introduction à cette question-là, dire qu'effectivement, il y a des cadrages réglementaires. Plusieurs intervenants en ont parlé, Anna Rourka notamment. Il y a l'AI Act qui cadre les usages et qui cadre d'ailleurs non seulement pour les fournisseurs à des systèmes d'intelligence artificielle, donc OpenAI pour ChatGPT, etc., etc., et également pour les utilisateurs sur la transparence, etc. Mais s'il y a des cadrages
qui reste opposable. Beaucoup d'intervenants l'ont dit, ce qui va faire la différence, c'est la formation des utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser l'outil en toute conscience, en toute responsabilité, en toute éthique. Juste pour dire quelques mots par rapport à l'évolution des technologies. C'est vrai qu'au départ, on était sur de la récupération manuelle, de la carte mentale qui a été produite avec tous les schémas, tous les plans. Nous avions créé une table Excel, pas plus bête que ça, avec une colonne catégorie, donc les sous-thématiques par sous-axe et par département. Et donc toute cette partie aujourd'hui peut être déléguée à l'intelligence artificielle. Et vous allez peut-être me demander pourquoi tout le travail ne peut pas être délégué à l'intelligence artificielle. C'est simple, parce que c'est très coûteux, c'est très consommateur en fait en termes d'énergie, et on ne sait pas où vont les données en fait. Alors que là, en créant un outil interne, c'est vrai que ça va nous prendre beaucoup plus de temps à développer, mais on sait que les données sont sécurisées, sont au LARIS, et l'outil est utilisable par tout le secteur, par tous les départements de ETIS, de l'IRTS, voilà. Et les données restent vraiment en local, dans nos machines, et ne vont pas sur des serveurs américains ou chinois. Alors, effectivement, ça fait partie, Claudien, de ce qu'on aborde dans notre formation niveau 2, c'est-à-dire que les 3 questions, une fois qu'on a compris comment ça marche et qu'on sait utiliser, etc., il y a 3 questions. La première, est-il nécessaire que j'utilise l'IA pour cette tâche-là? Peut-être pas. La deuxième, puis-je assumer la responsabilité de la décision ou de la proposition que l'IA me fait. Et troisième élément, je ne l'ai plus, elle reviendra tout à l'heure. C'est toujours comme ça. Il y avait d'autres questions, Sofiane, en ligne? Sofiane Chouard. Je vais peut-être répondre à la question, Yann, quand même, vas-y. puisqu'on m'a posé une question. Évidemment que nous suivons aussi tout ce que la réglementation produit, et vous avez vu que la réglementation, elle produit énormément de choses. Donc nous, un des éléments clés pour nous, c'est effectivement l'hébergement de nos données, qui sont hébergées en données de santé chez Orange, parce qu'effectivement, il y a la question de savoir où tout part après. Et de toute façon, on a les datas qu'on adresse, par exemple, à nos clients, sont des datas qui sont évidemment systématiquement anonymisées. On n'a pas besoin de savoir qui fait quoi et où. Et si jamais on a des datas ou un nombre de personnes limité sur un site qui nous contacte, eh bien, on ne va pas détailler le nombre de personnes pour pas que les situations puissent être, reconnaissables. Après, il faut pas se leurrer. On se protège au niveau auquel on peut se protéger. Quand vous voyez que la NTS est piratée, quand vous voyez que les hôpitaux publics sont piratés, que des mairies sont piratées, que l'État français est piraté, on fait ce qu'on peut à notre niveau, mais je crois que c'est le problème, si vous voulez, d'absolument tout le monde. Donc, un des éléments, et Yann a absolument raison, fondamental là-dedans, c'est la formation, pour le coup, à la sécurité des salariés. On ne répond pas à n'importe quel mail, on ne fait pas n'importe quoi. Et puisque je parle de mail, j'arrête là, mais vous comprenez aussi que dès qu'on rentre dans le monde numérique, à partir du moment qu'on envoie un mail, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle nous on minimise absolument l'utilisation des mails, eh bien, qui peut dire je n'ai jamais envoyé un mail à la mauvaise personne, voyez ? Et balancer un mauvais mail avec des données dedans qui sont des données personnelles, confidentielles, c'est très problématique. Et évidemment que les outils électroniques permettent ou augmentent la possibilité de faire beaucoup d'erreurs. Je vais vous proposer d'applaudir et de remercier Joël Rioux et Claudia Aïka pour la qualité de leur intervention. Ça a volé assez haut ce matin, hein. J'espère que chacun a pu noter les éléments. L'intervention a été enregistrée. Il y aura des replays vraisemblablement, il y a nos formations qui viennent compléter. Et puis nous allons désormais remercier ceux qui sont à distance. Il y avait 187, 188 personnes qui étaient connectées. J'imagine que toutes les questions n'ont pas pu être traitées, mais on pourra peut-être y répondre. Sofiane Chouard, qui est chargée de mission Data Science à l'IRTS Hauts-de-France, que je remercie d'avoir joué le rôle de modérateur ce matin. Benoît, Julien, Jean-Luc, Magali, Colline de l'équipe de Challenge qui ont assuré. Ingrid Dupont qui avait assuré toute l'organisation de cet événement, que je remercie beaucoup. J'en oublie comme à chaque fois. Merci à toutes et à tous pour votre attention et bon atelier immersif. À bientôt.